en fanfare, hein, comme on aime à le faire ici. Décidément, c'était très rapide comme revue de presse, je vous le cache pas. C'est vrai, j'ai pas eu le temps de vous dire bonjour. J'étais déjà parti. Et en fait, non, voilà. C'était la caméra qui était figée avant même de commencer. Merci à tous d'être là pour cette revue de presse de Presque, comme le pass sanitaire, hein, qui atteste qu'on a presque pas de chance, hein, de transmettre le virus. Presque. C'est un mot important, presque. J'avais pas vu que dans la littérature officielle du gouvernement, le pass sanitaire, hein, nous assurait presque de ne pas pouvoir transmettre le virus grâce au pass. Donc nous, on est presque à 9h. C'est presque une revue de presse tous les matins, presque. Avec une technologie qui fonctionne presque. Bref, c'est le monde du presque, c'est le monde de l'apresque. Vous vous rappelez quand on était enfermé et qu'on rêvait au monde de l'après, c'est le monde de l'à peu presque. Les Antilles qui continuent, 3000 personnes qui manifestaient encore, les syndicats de pompiers et de soignants qui n'en veulent pas de ce pass sanitaire, de cette obligation vaccinale. Le gouvernement joue la montre, on décale ça au 31 décembre et puis on verra, puis on vous propose l'autonomie, mais ça ne suffira pas. On va parler aussi d'Éric Zemmour. Il a un bouton prêt à appuyer sur le bouton nucléaire. Un doigt, pardon, pas un bouton. Ah là 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 là, ils ont tous parlé du petit doigt d'Éric, mais qu'est-ce qu'on s'en fout en réalité. L'hypocrisie à son sommet, me direz-vous. Oui, c'est vrai, c'est un peu ça. Pardon, j'essaye de faire en sorte qu'on n'ait pas d'autres soucis techniques dans cette revue de presse, parce que c'est parce qu'il manque les soucis techniques. Voilà. On a également dans cette revue de presse... la maison commune, c'est ce soir, c'est la teuf. Vous allez voir, il y a des magnifiques photos de Stan Guerini. On croirait même qu'il a des cheveux. C'est quelque chose d'assez étonnant, vous allez voir. Salut, bienvenue pour les premières fois sur le chat. Vous allez voir, c'est un chat où on est bien. Salut tout le monde, merci à ceux qui viennent de reprendre un abonnement. Vous pouvez bien sûr vous abonner via Prime, vous pouvez aussi vous abonner sur nos autres réseaux sociaux, partout, partager bien sûr le lien de cette vidéo, de ce stream sur vos réseaux sociaux, hurler dès à présent que c'est la revue de presse du monde moderne et que ça commence. Vous êtes bien nombreux ce matin, ça fait plaisir, c'est lundi matin. Il faut se serrer les coudes, c'est dur le lundi. Tu dis putain, encore une semaine, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait jamais ce qui va se passer. Le variant Omicron. Ah là 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 là, bien sûr qu'on va parler du variant Omicron. Mais d'ailleurs, personne ne sait trop quoi on dira par oui, bon, et alors? Non mais si, il faut faire peur. Alors c'est les pays les plus vaccinés qui ont le plus peur, hein. C'est voilà, de corrélation du taux de peur, hein, par rapport à ce truc. Non mais on n'en peut plus, hein. Je crois qu'on est d'accord, hein. On n'en peut plus en fait. On en a vraiment ras la caisse. C'est juste stop. On va passer à autre chose maintenant. Merci, au revoir. Le son est mauvais, me dites-vous. Non, c'est pas possible. J'avais tout bien fait là. Qu'est-ce que c'est Voilà, non, normalement le son est bon là. Est-ce que ça va là? Omicron, non, il est bien le son. Voilà, c'est votre machine qui a un petit problème. Le son est très bon, vous voyez? Non, le son est très bon. Il n'y a aucun problème. L'image est très bonne. J'ai presque bonne mine. Allez, on commence avec, comme d'habitude, le canard à nanar, le Parisien, aujourd'hui en France, qui fait sa une sur Zemmour va-t-il le faire? Pchit, pchit. Alors, le problème d'Éric Zemmour, c'est qu'il revendique cette primauté en politique, il n'en a jamais fait, donc c'est un nouvel amateur fier en quelque sorte, sauf que ça lui joue des tours, hein. Après l'annonce, hein, oui, vous savez, quand on a un 100 mètres carrés à Paris, qu'on est propriétaire, on n'est pas riche, bon, un peu quand même, hein. C'est pas tout le monde qui peut avoir un 100 mètres carrés à Paris, Eric, désolé, hein. C'est un peu comme les smartphones à 1000 balles dans la poche, hein, de je sais plus quel mec de valeur actuelle, hein, qui disait tous les gosses ont un portable à 1000 balles dans leur poche. Non, 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 c'est pareil, hein, tous les pauvres n'ont pas un appartement de 100 mètres carrés à Paris. Ça, c'est dans le monde rêvé des riches, hein, voilà, ils ne connaissent pas vraiment ce que c'est que galérer pour la fin de mois ou se loger ou voilà, toutes ces choses-là. Donc, il y a eu cette annonce-là, il y a eu bien sûr les annonces sur les prénoms, bref, pas tout ça, on s'en fout. Et puis il y a eu le doigt à Marseille, il y a une femme qui arrive, qui toque à la vitre, hein, de la voiture d'Éric Zemmour et qui lui fait un doigt, et lui il répond, il fait tiens, bien profond. Et elle dit oh, quel manque d'élégance, quel manque de hauteur, quel manque de vue et tout. C'est Castaner qui dit ça.
Et j'ai pas envie que Christophe Castaner fasse des leçons d'élégance, hein. C'est vraiment quand on est membre d'un gouvernement, quand on est sbire d'un président de la violence qui a éborgné, qui a mutilé des manifestants, on fait pas des leçons d'élégance, Christophe. On reste discret, hein. On se fait tout petit même. Et on évite, et c'est pas un doigt qui va changer quoi que ce soit. En réalité, le débat d'idées va avoir lieu. Il va avoir son grand meeting le 5 à Paris, au Zénith, je crois. Éric va enfin annoncer sa candidature, mais autour de lui, les soutiens s'en vont, notamment Philippe de Villiers qui devait être là sur scène avec lui et qui dit bon, il est quand même un peu nul, enfin bon, je l'aime bien, mais bon, le polémiste ne chasse pas le candidat n'est pas remplacé, etc. Donc de Villiers se barre. Alors Zemmour la mauvaise, hein, il dit c'est un ami qui ne tient pas sa parole. Eh ouais. Donc il va se retrouver quasiment tout seul sur scène. Robert Ménard aussi qui dit ah Eric, tu es gentil, mais bon, il faut être dans la bienveillance quand on veut être président. Donc la radicalité d'Éric Zemmour, qui lui a servi en début de campagne, pourrait aujourd'hui le desservir. Et s'il devient consensuel, alors il perd tout son intérêt. Donc c'est une ligne difficile qu'il est en train d'essayer de tracer. Évidemment, Philippe de Villiers, s'il n'y va pas, c'est aussi parce qu'il est conscient des enjeux économiques du Puy du Fou. Il ne faudrait pas aller trop loin, et donc on ne sait pas qui va se retrouver sur scène avec Éric Zemmour lors de son zénith. Et c'est bien tout le problème, à part Sarah Knafo, qui apparemment est enceinte selon Closer, eh bien, il n'y aurait personne autour du polémiste. Donc ça c'est à lire dans Le Parisien aujourd'hui en France. Attendez, j'essaie de retrouver où je l'ai mis. Voilà. Donc des erreurs trop radicales. La surexposition médiatique aussi qui a fini par lasser, selon Bernard Sanez, c'est-à-dire que les instituts de sondage l'ont fait monter à 15%, donc là, c'est petit à petit, ça redescend, ça, c'est pas grave, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Maintenant, la campagne va commencer. Une fois qu'il va se déclarer candidat, ça risque d'être un peu plus compliqué, effectivement. Allez, hop, on va arrêter de parler de doigts et de vilains gestes. Là, la maison commune, où sont les femmes ? Oh là là, encore un truc qui n'a pas été tenu, hein, en même temps. Alors Emmanuel Macron avait promis plus de femmes, et effectivement, les députés marcheurs, les députés godillots, comme certains les appellent, hein, les Playmobil de La République En Marche, 47% sont des femmes, donc là, il a presque réussi son pari. À l'époque, c'était Richard Ferrand et Delevoye qui faisaient le casting, hein, des candidats de La République En Marche, donc des gens qui n'avaient jamais été députés, qui étaient là parce qu'ils aimaient Emmanuel Macron tout simplement, hein. Et donc là, ils avaient fait le coup marketing, hein, de mettre des femmes. Et puis après, dans toutes les instances du parti, dans les ministères, il n'y a pas de femmes, quasiment pas. Et là, la maison commune, c'est quoi ? C'est 4 paires de couilles encore, hein. T'as Ferrand, Bayrou, Jean Castex, qu'on salue au passage, qui doit être encore à l'isolement, hein. Jeannot, il est là, il regarde, il compte les jours, il dit « Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je rattrape un variant Omicron ?» Non, Jean, écoute, reste au chaud. Hein. Ah bon d'accord. Bah, parce que moi, j'aime bien serrer des louches. Ah ouais, non, mais les gestes barrières, Jean, il va falloir faire des efforts sur les gestes barrières, Jean. Mais c'est ma fille qui me l'a filé. Écoute, Jean, ta gueule, s'il te plaît. Hein, tu nous laisses travailler maintenant. D'accord, d'accord. Ça va être compliqué, quoi. Et puis bien sûr, Édouard Philippe qui a lancé Horizon, le parti pour voir loin. Hein. Ouh, regarde, 2027, je me verrais bien président, moi. J'ai la carrure d'un leader, non. Et alors, sur cette photo, au-delà de la maison commune, bon, c'est ce soir, hein, c'est gros meeting à la mutualité, ça va être la teuf et tout. Ils sont très contents parce que voilà, à la maison commune, c'est juste un deal, hein, entre repris de justice ou des mecs qui sont mis en examen, qui savent pas trop ce qu'on fait de pire dans la politique politicienne pour se donner des petits sièges, hein, lors des investitures, et puis dire que Emmanuel Macron c'est le meilleur président que la France a connu, qu'on est tous derrière lui, tous. Et sur cette photo, il faut remarquer quand même, incroyable, Stanislas Guérini avec des cheveux. Eh ben, on dirait presque Robert Ménard. C'est un truc incroyable. Alors, évidemment, c'est pas lui qui a des cheveux, c'est le mec derrière, mais avec cette photo, t'as l'impression que Guérini s'est mis une perruque et ça va pas du tout, quoi. Et donc, voilà, on pourrait avoir un autre monde est possible, hein. Stanislas Guérini avec un toupet, ça c'est quand même exceptionnel. Et puis, on a une autre en fond de cette photo également. Attention. On l'a perdu. Alors, je ne sais pas qui c'est, mais là, tu sens que le mec, il est déjà plus de ce monde, hein. C'est World War Z, quoi. Et le mec est sur la photo. Il faut toujours regarder les arrière-plans de photos politiques. C'est génial. Et là, je pense qu'on a le must, quoi. Donc là, vous avez sur la même photo, quand même, Guérini avec des cheveux et un mec totalement perdu. Tout ça, c'est la maison commune.
C'est ce soir, je vous invite à aller faire la fête à la Mutualité si vous... Non, je crois qu'il faut, c'est des places VIP, hein, on ne peut pas y aller comme ça. En tout cas, voilà, on va attendre de voir ce que ça donne, cette merveilleuse maison commune. Oh là là, que d'émotions, que d'émotions. C'est Pierre Persson, c'est ça? C'est Pierre Persson qui est en transe. Je ne savais pas son nom, moi. Ils sont tellement... tu sais pas quoi. En tout cas, ouais. J'aime beaucoup les arrière-plans de photos politiques. C'est toujours très bien. Alors... attention. Les Français n'ont jamais autant bossé. Quoi? Mais attendez, vous passez votre temps à nous dire qu'on fout rien, qu'on est des feignasses, que c'est un peuple d'assistés, que les gens travaillent pas, qu'ils ont perdu la valeur travail, que le français travaille moins en Europe. Eh ben non, les Français n'ont jamais autant bossé, c'est même le Parisien aujourd'hui en France qui nous le dit, donc on est très très loin de... Voilà. Et oui, la machine de l'emploi tourne à plein régime et le nombre de salariés bat des records. Alors, attention. Certains ont réfléchi pendant la crise et changent de job. En fait, l'emploi salarié augmente, mais il y a beaucoup de formations également de gens qui quittent leur emploi. Et là, on a des témoignages comme Pauline, qui en avait ras-le-bol. Elle était chargée de ressources humaines. Elle voulait un sens dans sa vie professionnelle et donc elle a créé une association, un bar associatif à Bordeaux. Elle explique qu'elle en avait marre toute la semaine de faire des choses qui allaient à l'encontre du monde qu'elle voulait, notamment faire des plans sociaux, passer son temps à faire des calendriers de licenciement. J'avais l'impression de passer ma semaine à déconstruire le monde dans lequel j'avais envie de vivre le week-end. Et la crise sanitaire, elle a décidé à se recycler, à changer. Et donc elle s'est barrée pour faire ça. Elle ne regrette rien, évidemment. Et puis Guy, près d'Amiens, pendant le confinement, il a fait le temps d'un bilan. Il s'est dit, bon, il avait besoin d'autonomie. Alors il bossait dans une boîte qui... faisait du lavage de citernes thermiques. Il a tout envoyé valser. 9h-20h, la pression des supérieurs, les réunions d'entre chefs où on parle de millions d'euros alors que les gars de l'équipe vous demandent 20 € pour mettre de l'essence dans leur voiture. J'ai fait un burn-out. Voilà. Alors, ce monde de la maltraitance, on peut l'arrêter. Il suffit simplement, effectivement, de démissionner, de changer de boulot, d'arrêter. Alors, il y a toujours des gens qui vont se faire broyer, hein, qui vont faire des burn-out, qui vont croire qu'ils vont être des winners de ce système où il faut cracher du pognon sur le dos des travailleurs en train de crever. Mais il y en a qui se barrent et c'est à saluer. Il y a notre monde est possible, absolument. Rupture conventionnelle, vous pouvez trouver, donc franchir le cap. Attention, hein, c'est pas non plus facile, mais ça permet aussi parfois d'arrêter, hein, de se faire mal, parce qu'aller au boulot avec une boule dans le ventre en disant qu'il n'y a que ça, c'est se faire extrêmement mal. Voilà, puis après il y a un témoignage, là ça m'étonne quand même, hein, Xavier qui franchit le cap, hein, devenir professeur des écoles, alors qu'il était directeur général de Colissimo, il passe de 10 000 € par mois à 2 000 € brut par mois, mais à 45 ans il en pouvait plus, pareil, donc il voulait redonner du sens, mais quand même ça me paraît étonnant. Alors il dit qu'il a mis un peu de thunes de côté quand même, Xavier, j'espère pour lui, parce que sinon ça va être compliqué, hein, déjà que Luc Ferry, 5000 balles, il n'arrive pas à vivre. Alors là, voilà. Comment s'abonner? Je suis nouveau sur Twitch. Il faut utiliser soit un compte Prime, soit vous pouvez aller sur Patreon, soit vous nous suivez. Pour l'abonnement, sinon, vous pouvez trouver, je crois qu'il y a des tutos. C'est pas si compliqué de s'abonner sur Twitch. En réalité, d'ailleurs, nous sommes à 3 abonnés d'être 200 abonnés. Et je vous remercie. Certains sont abonnés depuis plus de 6 mois. La Kika vient de s'abonner pour 1 mois. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez vous aussi vous abonner. Il faut sortir la CB ou le compte Prime, Amazon Prime, pour s'abonner ici sur le stream de Twitch. Mais il y a d'autres façons de s'abonner également. Alors, merci à vous. Hop, le nouveau variant Omicron. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, c'est... honnêtement, bon, on va faire vite, hein, parce que... c'est toujours pareil. Attention Covid. Attention gros danger. Attention vaccination, faut aller vite. Oh, attention gros nouveau variant. Oh, attention vaccin marche plus. La ficelle est grosse. Mais visiblement, ça marche.
hein. Donc, c'est pas la faute du vaccin, c'est la faute du variant. Et donc là, on a trouvé un nouveau variant hein, qui échapperait, bien sûr, à la couverture vaccinale qui marche super bien. Putain, merde. Et donc là, c'est branle-bas de combat partout, Israël. Et tu regardes, tous les pays vaccinés maintenant sont flippettes, land, hein, en disant attention, un nouveau variant qui ferait que les vaccins ne marcheraient plus, peut-être. Mais en fait, si tu lis la littérature scientifique, les mecs qui ont trouvé le Omicron, ils te disent bon, a priori, non, hein, c'est un rhume, les gars. Ça va, c'est pas pire. Hein. C'est juste que tu le refiles plus, mais bon, c'est pas, ça tue pas plus. Pas encore, nous dit-on. Attention, attention, on pourrait avoir 30 évolutions hein, dans la spike, etc. J'en peux plus de ce Corona Circus, je n'en peux plus de leurs conneries. Faut voir que t'as l'armée hein, en Australie, ça referme partout en Europe, même dans les pays vaccinés. On t'explique que le pass sanitaire hein, te dit que tu peux presque ne pas refiler le Covid. On voit que il y a quand même une décorrélation entre les cas et les hospitalisations, et c'est tant mieux. Maintenant, la troisième dose, personne n'est d'accord, en fait, au niveau de l'OMS ou ailleurs. Non, non. Mais alors en France, c'est visiblement l'alpha et l'oméga du truc. Hein, et vous allez voir, Thierry Breton, lui, il est là, il dit on pourrait vacciner tous les mois, hein, si on veut, tous les mecs de l'Union Européenne. Tu fais, ah putain, c'est... Ouais, mais non, en fait, on va pas faire ça, Thierry. Hein ouais. On- Et l'Afrique du Sud qui tire la gueule parce qu'il dit attendez, nous on est sympa, hein. On vous dit qu'il y a un nouveau variant parce qu'on a un système de santé hors pair, alors ça c'est l'Afrique du Sud qui se vend, et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous nous coupez les liaisons aériennes, vous nous montrez du doigt en disant c'est eux qui ont fait le variant, alors que non, ils ont fait que dire il y a un variant les gars. Et ils sont vraiment vraiment dégoûtés les Sud-Africains de dire bah, puisque c'est ça la prochaine fois qu'il y a un variant, on le garde pour nous et allez bien vous faire foutre parce que du coup tout le monde est coincé. Et c'est camoulox en fait, ce truc, parce que l'idée c'est bien sûr tous vaccinés pour reprendre le monde d'avant encore plus vite avec des masques, des gestes barrières, des vaccins, des coups de fouet, des trucs à la schlag, l'armée, hein, des fois que ça marche pas. Et derrière, ils te disent non, il va falloir se réarrêter en fait. Parce qu'il y a un nouveau. Et là, tu sens que même en haut, ça commence à flancher en disant putain, encore... non, écoute, on va aller. Chut, taisez-vous. Taisez-vous maintenant. On parle plus de variants. Non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de Covid. Fini Covid. Covid, fini. Cette crise du Covid a accéléré en fait la dérive du monde du projet hein, néolibéral autoritaire qui est devenu finalement le projet dominant. Après les démocraties libérales, on a les régimes illibéraux, néolibéraux, autoritaires, donc en fait où on a le pire à la fois du communisme, c'est-à-dire des contrôles, la vigilance, la peur des populations, le fait d'avoir un truc à la Big Brother incroyable, et le pire du capitalisme avec des explosions d'inégalités, la fortune des ultra-riches qui a été multipliée par je ne sais pas combien pendant cette crise du Covid, et des gens qui se retrouvent dans l'extrême précarité, banque alimentaire, etc. Donc c'est la première fois dans l'histoire que tu as et le pire du communisme et le pire du capitalisme, et que ça fait un régime. Et qu'on te dit, il n'y a pas d'alternative, faut y aller mec. Et toi, bien sûr, tu regardes ça, tu dis, mais il y a un truc qui va pas, en fait. Ça ne va pas du tout ensemble, votre truc. Et là, les mecs, si, c'est très bien, tu travailles jusqu'à la mort, et en même temps, bah, c'est normal. C'est le progrès. Ah d'accord, j'avais pas vu ça comme ça en fait. Mais puisque vous me le dites maintenant comme ça, c'est vrai, j'avais pas vu, mais je suis bête en fait, parce que je pensais qu'on pouvait s'arrêter de travailler avant de mourir, mais c'est vrai, c'est con, parce que tant qu'on vit en bonne santé, maintenant qu'on est vacciné toutes les semaines, c'est bête de s'arrêter en si bon chemin. Merci monsieur l'agent, merci. Donc voilà, c'est délirant. C'est le monde dans lequel on vit, et Omicron est là pour remettre un petit coup de pression. Ayez peur, il faut qu'on sauve Noël. Bordel. Et puis, il y en a un qui n'a pas peur, hein, c'est Jean-Michel le Mito, Jean-Michel Blanquer, hein, qui lui, à l'école, il a dit nouveau protocole. Il dit pourquoi? Je sais pas, parce que. Alors, Jean-Michel, il aime bien changer les protocoles tous les 3 mois, tous les trimestres. Hein, c'est nouveau protocole, hop, on change le bac. Ah, hop, on change le Covid, hop, maintenant c'est deux thermomètres dans les narines. C'est pas des thermomètres, c'est des cotons-tiges, Jean-Michel. C'est pareil, on les met où on veut et on s'en fout. Et là, donc, en fait, on dit voilà, si jamais il y a un cas dans une classe, on ferme pas la classe. Avant, tu avais un cas, c'était l'école était fermée, tu avais la dératisation qui arrivait, les élèves étaient enlevés de leurs parents, mis dans des. Non, non, non. Il y avait juste, ils fermaient la classe. Et les parents disaient putain, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire des minots là? On a déjà fait l'école pendant 1 mois à la maison, ils sont tous devenus teubés. Là, à chaque fois que tu fermes la classe, c'est encore plus de teubés qu'on va faire, quoi. Parce que les parents, on n'est pas là pour leur apprendre à écrire et à lire. Hein. C'est trop compliqué. Vous comprenez ça, monsieur Jean-Michel Blanquer? Ah, il a bien compris. Alors, il a dit je vous ai compris. Donc, dès qu'il y a malade,
on va les tester dans le nez. Donc tous les élèves de la classe où il y a un cas vont être testés du nez. Alors ça peut être des autotests, des PCR, des machins, mais il faut que ce soit des vrais tests, hein, salivaire ou quoi, et après on verra ce qu'on fait. Voilà, donc en fait, c'est pour l'école ouverte, c'est son bouquin, c'est son mantra à Jean-Michel, c'est l'école ouverte. Donc voilà, on en est là. Le protocole école ouverte qui va tenir je sais pas jusqu'à quand. Ma fille de 5 ans est qu'à contact, et ben voilà, SMS qui dit que c'est bon si elle est testée dès le lendemain. C'est exactement ça, c'est le nouveau protocole. Le bac c'est pareil, hein. Là ils ont perdu tout le monde, plus personne sait comment ça marche parce qu'a priori les profs peuvent choisir les notes, donc tu as une discrimination, tu as le grand oral, hein. T'as le grand, la grande entourloupe où tu peux raconter n'importe quoi pendant 1 heure pour avoir ton bac. Personne ne comprend plus rien. Et bah pour le protocole à l'école, c'est pareil, hein. Jean-Michel, il a complètement lâché la rampe, hein. Il s'est dit bon, allez, de toute façon, on va rentrer en campagne. Qu'est-ce que tu veux faire, hein, c'est pas grave. Et les parents qui ont dit non, non, on refait pas cours pendant 1 mois, là, c'est pas possible, hein. C'est pas possible. Donc voilà, bon courage à ceux qui ont des enfants qui sont scolarisés. Ça va être compliqué dans les semaines qui viennent. Alors, le grand oral. Bah oui, le grand oral. C'est le grand oral du bac. Aujourd'hui s'ouvre à New York le procès de Ghislaine Maxwell et on en parle dans Le Parisien et dans Libération. Important en fait, on en parle heureusement. Ghislaine Maxwell, c'était la compagne de Jeffrey Epstein, ce pédocriminel multimilliardaire, ami des puissants, de Bill Gates à Bill Clinton, en passant par plein d'autres, de son île des Bahamas, Little St. James, où il faisait des parties fines avec des mineurs, à son hôtel particulier de New York, en passant par son appartement parisien. Alors on ne parle pas du volet français. Et pourtant, Ghislaine Maxwell, elle est britannico, elle a 3... Israélo, voilà, elle a 3 nationalités, 3 passeports, Israël, France et Royaume-Uni, puisqu'elle est née à Paris et que son père était un magnat, Robert Maxwell, de la presse, mort dans des circonstances troubles en 91 en tombant de son yacht. Enfin, il a disparu de son yacht, le Lady Ghislaine, hein, du nom de sa fille. L'équipage ne l'a pas retrouvé la nuit et le lendemain, on apprenait que Robert Maxwell avait détourné 900 millions de dollars du fonds de pension de son groupe de presse. Ça la fout mal, hein. Du coup, les biens ont été vendus. 9 enfants, dont Ghislaine, qui se sont retrouvés à la rue à faire la manche. Non, évidemment, quand on dit ils sont déshérités, ils ont perdu de l'argent, ils restaient riches, hein. Ils restaient très très riches. Donc elle a continué à faire son petit boulot de socialite, ça s'appelle. Donc en fait, elle passe sa vie à rien foutre. Donc elle va de pince-fesses en petits cocktails et elle connecte des gens riches entre eux. En disant tiens, je te présente le prince Andrew, il aime bien les gamines comme toi, donc vous allez faire des trucs ensemble en Thaïlande, ça va être super, je pense, on va pouvoir faire des trucs géniaux. Donc elle a présenté le prince Andrew, par exemple, à Jeffrey Epstein, et puis elle allait recruter des gamines de 14-15 ans pour qu'elle ensuite fasse des massages sexuels ou qu'elle participe à des orgies avec Jeffrey et ses amis. Et là, il y a plusieurs plaignantes, hein, bien sûr, qui veulent que Ghislaine paye. Alors, Jeffrey Epstein, vous savez, s'est suicidé dans sa prison, la nuit où les caméras ne marchaient pas, où il n'avait pas de compagnon de cellule et où les gardiens de la prison ont oublié de faire une ronde. Mince alors. Et donc, il n'y a plus qu'elle pour révéler les secrets. Alors elle reste silencieuse, elle a demandé 4 fois sa mise en liberté, ses avocats en appellent aux droits de l'homme en disant que c'est impossible la façon dont elle est traitée dans une cellule à l'isolement de 5 mètres carrés. Elle, habituée au manoir, au jet privé et au yacht de luxe, c'est compliqué, effectivement, elle va garder le silence. C'est sûr, elle ne balancera pas, mais en échange, elle veut garder la vie sauve. Alors c'est compliqué, c'est un procès où on devrait entendre beaucoup de noms. Normalement, on devrait enfin comprendre ce qui s'est passé pendant toutes ces années. Jeffrey Epstein, il faut savoir qu'il a été très proche aussi de Bill Gates, avec un de ses conseillers, un des conseillers de la Gates Foundation, qui est son exécuteur testamentaire. Le même conseiller de Bill Gates qui était le conseiller des biotech. Et Epstein s'est beaucoup intéressé notamment à toutes les biotech possibles, bien sûr,
totalement empreint de transhumanisme, de cette folie des riches, de vouloir s'isoler sur des îles bunkers. C'est vraiment une histoire, c'est le scandale du siècle pour moi, cette affaire Epstein. Ghislaine Maxwell, bien sûr, elle est là pour porter le chapeau. On a exfiltré Jeffrey Epstein en le suicidant dans sa cellule, gentiment. Enfin, il s'est suicidé, nous dit-on. Alors, le légiste n'était pas sûr. Il a dit, c'est vrai que avec cette cassure du larynx, ça peut être un suicide comme ça peut être un assassinat. Je ne peux pas vous dire plus, mais voilà, démerdez-vous. Et on y trouve bien sûr aussi Ehud Barak, ancien Premier ministre israélien, très proche de Jeffrey Epstein, qui a investi dans une start-up d'écoute et de surveillance qui permettait d'allumer les caméras des mobiles à distance. Enfin, si vous vous intéressez à cette affaire, il faudrait que je fasse un stream dédié en fait à cette affaire, tant elle est énorme. Et le volet français, il est systématiquement passé sous le bandeau, y compris dans Le Parisien, bien entendu, y compris dans Libération. On ne parle que de Jeffrey Epstein aux Bahamas, à New York et ailleurs, alors qu'il passait 4 à 6 mois de l'année en France et que les logs de son jet privé montrent qu'il faisait Paris, Monaco, Maroc, Tunisie, les Émirats, Israël, et qu'il revenait à Paris. Bref, il y avait une sorte de circuit. Et en jet privé, l'avantage, c'est qu'on peut charger des mineurs et les envoyer chez des amis au bout du monde pour faire quelques soirées. D'ailleurs, un de ses rabatteurs, Jean-Luc Brunel, français, lui, est en tôle en France, puisqu'il a 2 accusations de viol. J'avais interviewé Tissa Huysmans, qui était une jeune modèle à l'époque, qui avait été droguée par Jean-Luc Brunel dans son appartement parisien. Et il était, lui, responsable d'une agence de mannequins qui, là aussi, fournissait des jeunes filles à Jeffrey Epstein. Donc voilà, cette affaire est incroyable. Il faut savoir qu'il y a eu un fonds qui a été créé d'indemnisation des victimes suite à la vente des biens de Jeffrey Epstein. 121 millions de dollars qui ont été mis de côté. Il y a plus de 225 plaignants, déjà 150 victimes qui ont été indemnisées, 225 plaintes qui restent anonymes pour la plupart, plus toutes les gamines qui ne porteront jamais plainte parce qu'elles venaient de pays d'Europe de l'Est ou du Maghreb défavorisés, qui ne savent même pas où on en est aujourd'hui ou qui ne pourront pas porter plainte. C'était un système de prédation mondiale, un système organisé, un réseau pédocriminel, comme on n'en a jamais fait. Et là, voilà, le procès s'ouvre. Alors, j'en attends pas grand-chose. Malheureusement, Ghislaine Maxwell, comme je vous le dis, restera silencieuse. Mais au moins, c'est bien, on va pouvoir reparler de cette affaire. Et j'espère qu'on va reparler du volet français, parce que quand même, à part Jack Lang qui a dit « Oh, je suis allé dîner, oui, chez mon ami Jeffrey ». Il faut savoir que Jeffrey Epstein voulait financer un film sur la carrière de Jack Lang. Il avait déjà mis quelques milliers d'euros de côté pour financer ce film avec les amis de Jack Lang. Enfin bref. Vous voyez qu'il y a de quoi s'intéresser à cette affaire du côté français également. Et ce procès qui s'ouvre à New York en est l'occasion. Je vous parlais tout à l'heure de Thierry Breton. L'Europe a de quoi vacciner l'ensemble de sa population adulte tous les mois. Alors écoute Thierry, on va faire simple. Voilà, ça c'est une banane, $1. Voilà, maintenant marche à l'ombre, tu peux aller là-bas. Alors Thierry s'occupe... je crois qu'il est lui aussi légataire, il s'occupe testamentaire de Bernard Arnault, de la Fondation Arnault. Il a grenouillé chez Athos partout. C'est un conflit d'intérêts sur pattes entre l'école alsacienne, le cercle, bref. Thierry Breton qui se retrouve commissaire européen au vaccin. Alors il est à l'industrie ou je sais pas quoi. Et là il te dit, l'Europe a de quoi vacciner l'ensemble de sa population adulte tous les mois. Mais pourquoi ? On a les moyens. D'accord. Mais il y a quelque chose qui va pas dans ta vie, Thierry. Non, mais je trouve ça bien. Enfin, tu vois, je trouve ça bien qu'on se dise tous les mois, si on veut, on peut se faire une piqûre. Oui, je trouve ça bien aussi, Thierry, super. Écoute, je te remercie. Je te souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Et marche à l'ombre, quoi. Ils sont dingues. Les mecs, c'est une déclaration qui est censée rassurer, tu vois. C'est genre, on a de quoi rassurer, on a de quoi piquer. Tout le monde, tous les mois. Mais Thierry, mais qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait des salsifis à la cantine, t'as mal digéré ? C'est quoi cette déclaration ? Mais t'es commissaire européen ? Il dit non, mais c'est pour dire qu'en fait, on peut donner plein de vaccins. Ah, bah oui. Parce que vous savez, le vaccin coûte très cher, parce que c'est de la haute technologie. Alors, vous avez, avec Omicron, les fabricants de vaccins sont emmerdés, parce que c'est la fin du cycle. Ils commencent à se dire...
merde, ça va se voir qu'on fait de la merde. Donc on avait dit qu'en 100 jours, on pouvait créer une nouvelle potion par rapport aux nouveaux variants. Donc là, tu as Moderna et Pfizer qui ont dit on bosse sur le Omicron. D'ici 100 jours, on devrait pouvoir vous faire une nouvelle potion. Parce que c'était la promesse initiale. La technologie ARN permet de faire un vaccin super vite. On l'a vu. Alors bon, le vaccin, il était de 95% d'efficacité à 40% pour la transmission, 80% pour les formes graves selon l'OMS. Enfin bref. Là, ils te disent, bon, on va vous faire petite potion Omicron, parce que bon, la 3e dose sur le truc de la souche de Wuhan, tout le monde s'en fout maintenant, en plus c'est pas une souche, c'est un ARN. Bref, et là, aura-t-on assez de doses pour aller au bout de la campagne de rappel ? Et donc, oui, comme il se veut rassurant, tu vois, il en rajoute, il dit, mais oui, on peut vous vacciner tous les mois, à la population adulte. Après, pour les enfants, il faut attendre. Parce que oui, dès janvier, ça va être la question, il faut vacciner dès 5 ans. Dès janvier, vous êtes au courant, les parents ? Attention, l'an prochain, c'est le tour des enfants. Ah oui, parce que le Covid, il faut que tout le monde y soit vacciné. Parce que sinon, il n'y aurait pas de... Et le monde entier, je ne sais plus qui a déclaré, Scarbonchi, député européen, qui a dit « On n'en sortira pas tant que tout le monde dans le monde entier ne sera pas vacciné. » Sérieusement ? Bon. Alors là, Thierry, lui, chère lectrice et lecteur du Parisien, vous me posez une question essentielle pour nos concitoyens français et européens. A-t-on et aura-t-on suffisamment de doses disponibles pour mener à bien la campagne de rappel et administrer une 3e dose à toutes celles et ceux qui y sont éligibles ? T'es éligible. Quelle chance, je suis éligible au vaccin. Là, tu sens que t'es l'élu, en fait. Tu fais partie de l'élite. Ma réponse est sans équivoque. Oui. Les images de pénurie sont un lointain souvenir. L'Europe est prête. Ouais. En moins d'1 an, elle est devenue le premier continent producteur de vaccins dans le monde et l'épicentre de l'épidémie. C'est quand même bien joué. Alors, mais attendez, nous pouvons désormais compter sur une production mensuelle de plus de 300 millions de doses. De quoi vacciner l'ensemble de la population adulte européenne chaque mois. Et là, le mec est fier de te dire ça, quoi. Et si cela s'avère nécessaire, nous serons prêts à produire des vaccins adaptés aux nouveaux variants. Si cela s'avère nécessaire, parce qu'il ne faudrait pas non plus que ça bosse un peu. Là, tu as Bourlac à sa boule à neige et tout, qui dit oh, c'est super, combien 36 milliards, 37, 38, 30. Ils comptent en milliards maintenant. Avant, tu comptais les moutons, eux, ils comptent en milliards. 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards. Ah, ça, je peux dormir, là, c'est bon. Et donc voilà, nous devons accélérer exportation et dons. Alors il y a plein de pays qui disent et nous qu'est-ce qu'on fait ? C'est trop cher. Alors il y a un vaccin de pauvres qui arrive, qui est fait par l'Inde, qui va être le vaccin des pauvres. Ils l'ont dit. Nous on va faire un vaccin de pauvres. Il y a Cuba aussi qui a fait un vaccin de pauvres. Voilà. Mais là non. L'idée c'est qu'on achète plein de trucs chers et qu'après on les donne. On a fait ça déjà avec l'AstraZeneca parce qu'on a dit non mais il est pas super, donc on vous le donne. Le Moderna aussi on dit ouais mais il est moins bien mais on vous le donne. Et c'est délirant. Et on continue, c'est un délire qui n'est pas prêt de s'arrêter tant que suffisamment de médecins vont pas dire stop, ça suffit, je crois qu'on est bon là, on a fait ce qu'on pouvait, maintenant on va essayer de trouver autre chose, merci. Donc là non, ils ont que ça. La France a donc reçu suffisamment de vaccins, plus de 70 millions, non seulement pour dispenser une dose de rappel à tous les adultes, mais aussi pour poursuivre les primo-vaccinations, y compris pour les enfants. Voilà, donc c'est le prochain combat des labos, c'est le bras des enfants. Alors il y a des pubs dégueulasses qui sortent où les enfants sont censés être les héros avec cette vaccination. Enfants qui, rappelons-le, ne risquent quasiment rien à part se faire une immunité naturelle nécessaire. Mais bon, c'est pas grave, on va tomber dans ce délire-là. Sachez enfin que nous concentrons pas uniquement nos efforts sur l'Union européenne et que nous apportons notre soutien aux frontières et au-delà de celles-ci, en particulier en Afrique. Nous nous devons d'accélérer nos exportations et nos dons, soutenir le déploiement des vaccins dans cette pandémie. L'Europe assume la responsabilité qui est la sienne. Voilà, donc comme je vous le rappelais, l'Europe, premier producteur et épicentre producteur du vaccin et épicentre de l'épidémie. Donc on peut applaudir cette particularité et se dire que là, on a fait un truc quand même formidable. Et j'espère vraiment qu'on va sortir de ce délire. Parce que là, que les Suisses, il faut qu'on parle, personne n'en parle dans la presse française, mais ce week-end, les Suisses, qu'est-ce qui s'est passé, les Suisses ? Qu'est-ce qui ne va pas, les Suisses ? Vous voulez qu'on parle, les Suisses ?
il faut qu'on se parle, les Suisses. Il y a vraiment, c'est pas possible, les Suisses. La Suisse. Si vous m'écoutez, je sais que des Suisses nous écoutent. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce vote? Ils se sont auto-votés le pass sanitaire. Pass qui, rappelons-le, sert à rien par forcer les gens à se vacciner, hein, ou maintenant, même pas à se vacciner, à prendre leur dose supplémentaire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de dose. Hein, mais rassurez-vous, on peut se vacciner tous les mois. Hein, quand il faudra, on pourra. Et là, tu te dis, mais attendez, les Suisses, vous êtes plutôt des gens raisonnables, 63% qui se disent oui, mais il n'y a pas de raison. Pourquoi nous, on n'a pas de passe sanitaire, hein? Alors que c'est vachement bien, visiblement, c'est le truc qu'il faut avoir. Je trouve que ça fait pays riche, hein? Regarde, tous les pays pauvres, ils s'en foutent, ils se font des bisous. Le Brésil, tout ça, ils sont tous malades, c'est tout pourri, il y a plein de morts. Que les pays riches, ils ont le passe sanitaire. Je veux mon passe sanitaire. Et là, tu dis, mais non, mais attends, mais Jean-Michel, on va pas voter un pass sanitaire, c'est quand même chiant, puis ça sert à rien. Non, mais moi, je veux mon pass sanitaire. J'ai envie de pouvoir dénoncer mon restaurateur qui ne contrôle pas le pass. J'ai envie de pouvoir dénoncer mon voisin qui utilise le pass d'un ami. J'ai envie, enfin, de me sentir pays riche. Vraiment. Et c'est dingue. Les Suisses, qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, on comptait sur vous pour être, tu vois, le pays neutre, le havre de paix, loin de tout ça, en disant non, mais la Suisse restera toujours entre chocolat et montagne, entre or qui dorment dans les comptes bancaires des exilés, tout ça, et puis là, bam, les mecs s'auto-votent le pass sanitaire. Ça va loin. Hein. C'est vraiment le syndrome de Stockholm. Hein. Tu arrives là où les mecs te disent, bon, comme je vous disais, le pire du communisme, le pire du capitalisme, bam. Et c'est le moment où tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Pourquoi vous votez un truc pareil? Non mais, en France, les mecs t'expliquent que presque, hein, le pass te permet de presque pas choper le Covid, ou tu vois, de t'assurer que tu es presque pas contaminant. Bref. Alors là, je crois qu'on est dans l'IB. Hop, on passe à autre chose, on passe bien sûr à la Guadeloupe et aux Antilles. Alors, c'était le sujet de mon édito ce matin dans la matinale de RT France, donc je ne vais pas faire trop long. L'idée, c'est que, bon, le problème là-bas, c'est pas la demande d'autonomie, c'est un problème de vie chère, c'est un problème de la goutte d'eau avec, bien sûr, l'obligation vaccinale. Les pompiers n'en veulent pas, les soignants non plus. Le gouvernement décale jusqu'au 31 décembre, avec des principes aussi pour recycler les gens qui ne veulent pas se vacciner. Ils pourront trouver un métier et garder quand même, être payés. Donc quand tu gueules, ça marche. Un petit conseil, si vous regardez les Guadeloupéens, il suffit un peu de brûler des bagnoles, de coincer des ronds-points, et bizarrement le gouvernement dit « Ah non mais oui c'est vrai, désolé, on va pas vous enfermer tout de suite, on attend, et en plus on va vous donner un principe d'autonomie ». Alors l'autonomie, c'est pas ce qui était demandé. Hein. Le problème là-bas, c'est quand même que le prix du gaz a explosé, qu'il n'y a pas d'accès à l'eau potable quasiment, qu'il y a un chômage des jeunes qui est à plus de 20% que celui de la métropole, qu'il y a eu le scandale de la chlordécone. Alors, pour calmer les gens, ils ont dit oui, c'est vrai, les cancers liés à la chlordécone vont être reconnus comme maladie professionnelle. Hein. Donc ça, c'est un petit cadeau. 1000 emplois jeunes aidés aussi, petit cadeau. Et après, autonomie. En disant, puisque c'est ça, hein, si vous nous emmerdez, démerdez-vous. Et donc, les gens regardent, mais qu'est-ce qu'il vient faire là, le ministre, en fait? On lui a rien demandé. Qu'est-ce qu'il va nous proposer réellement, ce ministre? Rien. Et Sébastien Lecornu, c'est Sébastien, je crois, est envoyé, en fait, pour 2 raisons. Bon, la première, c'est pour dire, on fait quelque chose. Hein. On est là, attention, l'État. L'État, la République, c'est moi. Hein, la République, c'est là. La République, c'est un gros chèque. La République, c'est le GIGN et le RAID. Hein. Voilà, ça, c'est la limite du truc. Lui arrive pour discuter. Et la deuxième raison, c'est que Sébastien Lecornu, en vrai, il veut être directeur de campagne d'Emmanuel Macron. Oui, parce qu'il est bon élève et il s'est dit, quand Emmanuel Macron va dire je suis candidat, moi je serai son directeur de campagne. Et alors là, ça énerve dans le petit marigot qu'est la Macronie. Et ils se sont dit, tiens Lecornu, c'est pas toi qui veux être directeur de campagne là? Bon, on te propose une petite option bizutage, tu vas aller à la Guadeloupe, on va regarder comment ça se passe, et tu y vas tout seul. Oui, parce que Gérald, il est allé dire que les migrants, ils menacent de jeter les bébés à la mer dans leurs canaux. Hein, ça, c'était à Calais. Je ne sais pas si vous avez vu ça. J'ai pas récupéré l'extrait vidéo. J'aurais dû.
Gérald Darmanin, né après la honte, on pensait qu'il avait atteint le fond de la marmite, hein, qu'il était déjà cuit et attaché au fond. Non, il a sorti à Calais, doctement. Vous savez, ce qu'on ne voit pas sur les images, c'est que certains migrants prennent les bébés et les menacent de les jeter dans l'eau froide si on arraisonne le bateau. Mais Gérald, c'est toi qu'on va menacer de jeter dans l'eau froide si tu continues comme ça. Hein. Et donc il a dit ça très fièrement de lui, quoi. Comme d'habitude. Donc voilà, donc il a dit non mais Sébastien, tu vas aux Antilles, moi je vais dire de la merde à Calais, chacun son boulot, ok. Et puis pareil, le ministre des Affaires sociales, oui, moi j'ai dit que chlordécone, c'est bien, mais ouais Sébastien, on a une entière confiance en toi, hein. Vas-y fonce, vas-y, oui, si tu peux être directeur de campagne, t'inquiète pas. Donc voilà, c'est une double responsabilité assez terrible, hein, et on va voir comment Monsieur Le Cornu se dépatouille de ce truc-là. Et en fait, les Antilles, c'est juste un prétexte. Hein. On s'en fout un peu. Le variant Micron aussi est dans l'IB, avec l'Afrique du Sud qui rafle la mise au banc et qui dit « Mais, ce que je vous disais tout à l'heure, mais merde quoi, nous on fait notre boulot, on vous détecte un variant tout propre, tout neuf, tout beau, là, 30 mutations sur la spike et tout, et qu'est-ce que vous faites? Vous dites que c'est notre faute? Vous fermez les liaisons aériennes? C'est dégueulasse, c'est proprement dégueulasse, monsieur. » Alors le Micron est partout, hein. Ça tâche, hein, dès que tu... Ah, tchoum. Il y en a en France, il y en a en Belgique, il y en a au Danemark, aux Pays-Bas, partout. Ça y est, il y a du Omicron de partout. Et qu'est-ce qu'on va faire avec l'Omicron? On ne sait pas. On ne sait pas parce qu'il est très très dangereux. Non, on ne sait pas. Quoi? Beaucoup. Mais beaucoup quoi? Mais il est plein. Mais de quoi? De mutations. Et donc il est très. D'accord. Mais sinon, on vous le vend, hein, si vous en voulez pas. Non, non, écoute, non. Moi, ça fait 2 ans que j'achète vos conneries tous les mois, là. Donc, j'ai un stock de vaccins pour vacciner quasiment tous les jours 30 millions d'adultes, hein, plus 30 millions d'amis. Parce que, attention, après les enfants, quand même, on a une réserve de mutations possibles chez les animaux, notamment les animaux domestiques. Il va falloir vacciner aussi vos chiens, vos chats contre le Covid. Heureusement, Pfizer travaille déjà peut-être sur un médicament vétérinaire. Je ne sais pas. Mais d'ailleurs, Albert Bourla est un vétérinaire, hein, le patron de Pfizer. Voilà. Enfin bref, j'en peux plus de cette affaire. Vraiment, j'en peux plus. Ah, et puis, oh là là, le psychodrame du week-end, si vous l'avez raté, c'est la campagne de Yannick Jadot. Hein, et bien sûr, Nicolas Hulot pointeur. Hein. Nicolas Hulot, 16 ans, la petite fan dans la voiture. Tiens, tu me fais une turlute? Remaquille-toi, on voit que t'as fait des trucs, hein, salope. Ah, c'est bien l'écologie quand même. Hein. Merci, monsieur Nicolas. Ah, c'est très très bien l'écologie. Je ne sais pas si tu l'as vu chez Bourdin quand il était venu pleurer pour dire moi, vous comprenez, c'est avec sa petite queue de baleine là. Il y avait une petite queue de baleine sur le là, pic, petite queue de baleine. C'était dégueulasse. Ce petit collier de queue de baleine, tu dis mais quel est le message en fait? Hein? Ta petite queue de baleine. Qu'est-ce que tu veux queue de baleine? Hein? Allez, hop, il se retire de la vie publique. Allez, un de plus. Et là, il y en a un autre. Une autre victime collatérale, hein, de Hulot, c'est Mathieu Orphelin. Il a été décidé de mettre Mathieu Orphelin en retrait de ses responsabilités de porte-parole dans la campagne présidentielle écologiste. La sérénité nécessaire à l'exercice de ses fonctions n'est plus possible suite aux révélations d'envoyé spécial. Alors, Mathieu Orphelin, lui, a dit mais oh, putain, c'est quoi ces conneries? Il a écrit une lettre, hein, pour dire non mais attendez, c'est pas vous qui me virez, c'est moi qui m'en vais parce que vous êtes nuls tous. Et donc il c'est assez dingue. Faut que je trouve le truc. Attends, mais c'est long, voilà. Donc lui a dit attendez. Les nouveaux témoignages, hein, plein d'interrogations sur l'état de la réalité de ce que nous savaient, ce que savaient les proches, etc. Orphelin a pris acte de cette mise en retrait d'office et du motif utilisé. Et dans une lettre, il a souligné n'avoir jamais couvert le moindre agissement répréhensible de Nicolas Hulot. Mais le député macroniste, et oui, parce que EELV, quand même, c'était... tu vois, t'as des réservoirs comme ça à virus, et EELV, c'était un réservoir de macronistes. Hein, de Rugy, Pompili, enfin bref, il y a plein de gens de EELV qui sont passés au macronisme comme ça, naturellement, comme le Delta devient Omicron, quoi, tu vois. Et donc là, il te dit, non mais attendez, moi, j'ai jamais couvert Hulot, hein, tout ça. Et puis, le député macroniste, avant de revenir chez les écolos, avance des raisons politiques à ce départ. Hein. Je ne suis pas dupe.
J'avais dit à Yannick Jadot que je souhaitais mettre fin à mes fonctions. À la suite de plusieurs alertes non entendues à propos des difficultés de campagne et de ma non-adhésion à ses choix stratégiques. Et voilà. Et puis vendredi, tu as une militante de LV quand même, Pauline Lavaux, qui dit sur BFM qu'elle avait été écartée de la campagne de Hulot pour la primaire en 2011 parce qu'elle excitait trop le candidat. T'imagines Non, écoute, Pauline, non, tu m'excites trop. Tu peux pas rester travailler avec moi parce que je bande, je n'arrive pas à réfléchir, et puis je vais te sauter dessus, je vais encore avoir, on va m'accuser d'être un porc. C'est insupportable, Pauline. Casse-toi, tu m'énerves en fait. C'est dingue. Non, mais t'imagines le degré de conneries des mecs, quoi. C'est. Waouh. C'est assez dingue, quoi. De... Pauline, non, tu me la vires de mon équipe. Elle m'excite trop. Mais Nicolas, tiens, voilà l'adresse d'un psy. Tu vas arrêter tes conneries. Tu peux, hein, tu sais, tu peux. C'est pas grave. Hein. Quel délire, quel monde de cons, putain. Et puis voilà, je vous parlais de la Martinique. Là, on va passer au Figaro, qui nous explique que quand même le problème, hein, c'est pas tant la demande d'autonomie, c'est l'économie. Et si vous regardez l'écart avec la métropole, c'est incroyable. Les chiffres sont là. Alors, il y a quand même des écarts phénoménaux, que ce soit sur le chômage. Vous voyez, en bleu, c'est la Guadeloupe et en gris, la métropole. Le taux de chômage des jeunes, 34% contre 20% en métropole. Le niveau de vie, on est à 15 770 euros de salaire médian, 21 650. Le PIB également. Et le taux de pauvreté, alors là, on est sur un écart du simple au double. 34,5% de taux de pauvreté en 2018 en Guadeloupe, 15% en métropole, c'est énorme. Et puis, bien sûr, une dénatalité qui va avec toutes ces crises. La réponse, bien sûr, institutionnelle, c'est pour gagner du temps, c'est, comme je vous le disais, pour bisuter le cornu, mais ça ne va pas aider ces territoires-là. Et puis dans le Figaro, quel plaisir, quel bonheur, quelle chance on a pour un lundi, pour une revue de presse de qualité. Ça se fait jamais sans une bonne interview de Valérie Pécresse. Parce c'est la future présidente de la France, hein, Valérie. Elle pourrait être la première femme présidente dans la France, Valérie. Parce qu'elle aime bien le rouge. Alors déjà, elle s'habille en rouge, c'est une des couleurs du drapeau. Et donc, elle vous explique, alors vous allez voir cette interview fleuve, hein, dans le Figaro, tout ce qu'elle sait faire. Et quand même, hein, Valérie, elle a beaucoup de qualités. Alors, où est-ce qu'elle est, cette interview formidable ? Je suis prête à présider la France. Elle veut porter un projet de franche rupture. Alors, vous croyez-vous capable d'arriver en tête au premier tour ? Direct, hein, elle passe la primaire et tout. Oui, je sens une belle dynamique. Hein. Les Français m'ont découverte dans les débats et sur le terrain. Ils se sont rendus compte que je porte un projet de franche rupture. De droite, assumé, pour restaurer l'autorité et faire des réformes urgentes, hein, dont notre pays a tant besoin. T'as l'impression que c'est tous les mêmes. Ils arrivent et disent, moi je veux faire des réformes. Arrêtez avec vos putains de réformes. Arrêtez. On a la tête comme ça, la réforme des retraites, la réforme. C'est toujours des réformes où on gagne moins d'argent, où on doit travailler plus, où on est maltraité. Arrêtez avec vos putains de réformes. Hein. Ce qu'on veut maintenant, c'est la paix. Foutez-nous la paix. C'est ça que veulent les Français. Non, les Français, je pense qu'ils veulent un projet de franche rupture avec plein de réformes. Encore. On est épuisé. Oui, il continue, c'est le logiciel. Elle a fait l'ENA. À l'ENA, tu apprends 2 mots. Hein. C'est rupture, réforme. Voilà, c'est réforme. Ça veut rien dire, réforme. C'est un mot qui est apparu dans le vocabulaire, je ne sais pas quand, je pense, tournant des années 50-60, peut-être. Il faut des réformes. Hein. À l'époque, c'était non, il faut que la France s'inspire des méthodes américaines. Là, il faut des réformes. Mais pourquoi ? Quel est le but ? Quel but poursuivi ? Enfin bref. Alors, elle veut remettre de l'ordre aussi, hein, dans les rues, dans nos frontières, à l'école, dans nos finances. Présidente d'une région minée par les inégalités, la montée de la violence et le séparatisme islamiste, je suis en prise directe avec les problèmes des Français et en première ligne face aux ennemis de la République. Voilà, donc elle apporte des solutions fortes, créatives et réalistes, notamment des réformes. Hein. Alors, les autres questions. Qu'est-ce qu'il est où ? Voilà. La droite au pouvoir, quelle marge de manœuvre ?
Nous ne sommes pas condamnés au grand déclassement, ni au grand remplacement. Je crois au génie français, à notre esprit d'entreprise et à notre intelligence collective. Tu peux pas faire plus tiroir et valise que ça, quoi. Je crois au génie français. Moi aussi, hein. À nos valeurs d'intelligence, tout ça, ouais, moi aussi, pareil. Mais ça exige un choc d'autorité. Bah non, les chocs ça va, hein, on a. Puis l'autorité, sérieux, non. Si c'est encore pour nous taper sur la gueule parce qu'on est réfractaire, tout ça, ça va. Hein. Non, il faut. Et une baisse des impôts et des charges sur les entreprises. Ah, sur les entreprises, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était nous qui allons bénéficier de. Non, ça va, d'accord. Et une revalorisation du travail. Ah oui, si on travaille, on est travailler plus pour gagner plus. D'accord, on est en 2004, d'accord, c'est bien. Un environnement favorable à l'innovation et une croissance sobre et écologique. Putain, elle arrive à mettre tous les mots-clés, tu vois, en 2 phrases. C'est la magie de l'ENA. C'est une perspective à 10 ans que je trace. Mais on peut obtenir des résultats considérables en 5 ans. Rien qu'un premier mandat de Valérie, ce serait déjà, mais là, quoi, tu vois. Alors, vous êtes la seule femme candidate. Est-ce plutôt une chance ou une fragilité ? À ceux qui se posent la question, une femme peut-elle être présidente de la République ? Je réponds que j'ai l'autorité, l'expérience et la force. J'ai tenu 9 mois face à la rue pour réussir l'autonomie des universités. J'ai tenu 9 mois face à la rue. Donc là, en fait, elle t'explique qu'elle est fière d'être maltraitante. Alors, c'est le principe. Moi, il faut savoir que ces gens-là, les élites, ils se comparent en fonction du nombre de gens qu'ils ont mis dans la rue. Tu vois, Fillon, il y avait une vidéo de Fillon où il était, je sais plus, à Monaco, quoi. Il dit « moi j'en ai mis quand même 7 millions dans la rue. Hein. » Et ils rigolent, tu vois. Et leur truc, c'est ça, c'est de mettre les gens dans la rue. Et là, ils voient, tu vois, s'ils sont... C'est qui le plus maltraitant ? C'est qui a tenu 9 mois face à la rue ? Hein ? Qui c'est qui ? C'est moi. Bah ouais, c'est moi. Bah oui. Insupportable. Gouverner contre le peuple. Gouverner contre son propre pays. Être tout le temps dans le bras de fer, dans la violence, dans la maltraitance. C'est insupportable. Et ça continue. Et c'est un système entériné, voulu. C'est insupportable. J'ai assumé la réforme la plus périlleuse de la présidence Sarkozy que personne ne voulait faire à ma place. Putain. Ah oui, c'était dégueulasse, personne ne voulait le faire. Elle dit, moi j'y vais, moi je vais bien les maltraiter, tu vas voir, je vais avoir mes galons de général maltraitant. J'ai eu la médaille de la bataille de l'université. Moi j'ai eu la médaille aux gilets jaunes, j'en ai borgné un paquet, je suis allé beaucoup plus loin que toi. Moi je les ai pas que dans la rue, je les ai mis en prison, 10 000. Tu vas fort toi. Ah ouais, mais tu vois, maintenant on est passé à autre chose. Hein. Bref, il m'a ensuite confié les finances de la France en pleine crise des dettes souveraines et j'ai préservé l'épargne des Français. Bon, ça, c'est le côté câlin, c'est Valérie Câlin. J'ai conquis une région de 12 millions d'habitants, jugée imprenable par la droite. Je la transforme, je la rends plus sûre et plus belle à vivre grâce à 2 milliards d'euros d'économie. Ah ouais. Alors oui, comme Angela Merkel ou Margaret Thatcher l'ont fait pour leur peuple, je serai une présidente qui défendra jour et nuit les intérêts de la France et des Français, en Europe et dans le monde. Donc elle se compare à une Allemande qui se barre sur un bilan plus que mitigé et à Margaret Thatcher qui avait affamé quand même les mineurs et maltraité l'Angleterre pour en faire un pays totalement dérégulé. Oui, aujourd'hui, ça allait tellement mal qu'ils ont été obligés de renationaliser le rail, tellement ça a été loin les réformes Thatcher. Mais c'est pas grave, c'est très bien. Il faut suivre dans les pas de des géantes qui l'ont précédé. Je n'aurais pas une présidence bavarde comme François Hollande ou Emmanuel Macron qui ont affaibli la France. Ils n'étaient pas prêts à gouverner. Ils ont parlé au lieu d'agir. Je suis une femme d'action et je suis prête. Certains proposent d'apaiser le pays. Moi, je pense qu'il faut puissamment réformer la France pour qu'elle reste elle-même. Et si on apaisait le pays ? Non, moi je pense qu'il faut puissamment réformer la France pour qu'elle reste elle-même. Je vais puissamment réformer autre chose, Valérie. Écoute, tiens, voilà une fourche. Tu peux aller biner, là. Tu peux puissamment biner le jardin. Il y a 2-3 binges. Tu me ramèneras 3-4 kilos de patates une fois que tu auras fini de puissamment biner le jardin. Et puis, on reparle d'apaiser la France après. Tu seras plus calmé. Ça te fera du bien, un peu de travaux manuels. Tu vas te calmer. Ça ira bien. Au premier rang, et je le ferai. Et voilà. Et donc, elle va le faire. Alors, comment vous lancez ces travaux, les 12 travaux de Valérie ? Bon, alors, ce qu'on ne dit pas avant, on ne le fait pas. Pour réussir, je vais me concentrer sur l'exercice du pouvoir. Toutes mes réformes devront être lancées dans les 3 premiers mois. 3 mois pour réformer la France. Ok, je joue. Je mets 1 000 euros. 1 000 euros pour Valérie. Qu'est-ce qui va se passer ? On ne sait pas. En tout cas, c'est assez dingue, quoi. Je vais pas voter.
Certains vont voter au Congrès, évidemment. Elle va sans doute faire une motion. Alors après, donc 3 mois. Hein. Alors d'abord, 2 lois constitutionnelles approuvées par référendum. La première pour stopper l'immigration contrôlée, grâce à des quotas, d'accord, qui conditionnent l'octroi de visa au pays d'origine. Donc ça, c'est la priorité immigration. Bon, ok. Alors deuxième, qu'est-ce qui va se passer? La seconde pour rétablir la sécurité et lutter contre le terrorisme. D'accord, ok, super. Donc ça, c'est les 2 grandes lois. Hein. Donc là, c'est le choc d'autorité. Voilà, impunité zéro pour les voyous. Hein. Ouh, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui sont mis en examen pour association de malfaiteurs qui ont détourné l'argent? Qu'est-ce qui va se passer, mon Dieu? Si, oh là là, l'impunité zéro pour les voyous. J'ai peur soudain pour certains qui vendent beaucoup de livres. Qu'est-ce qui va se passer? Et des mesures pour armer la France face à la radicalisation islamiste. Pénalisation de la consultation des sites djihadistes, mesures de sûreté pour les terroristes à leur sortie de prison, crimes d'intelligence avec l'ennemi appliqués aux islamistes. J'organiserai une conférence sociale pour revaloriser de 10% les salaires nets. 10%, pas 20, pas 10. C'est déjà bien, bravo. Le pouvoir d'achat des retraités, bref, les soignants, enfin il y a tout. Puis après ils disent, mais quelle serait votre qualité principale à la présidence de la République? Ce que je dis, je le fais. Je suis tenace et je trace mon sillon droit. Alors ça, c'est pratique, Valérie, pour les champs, notamment, puisque nous, on fait de l'agriculture bio-raisonnée, donc on n'utilise pas de machine. Donc tu vas pouvoir tracer ton sillon avec ce socle droit, bien droit, et puis ça nous permettra une belle récolte. Et si vous n'accédez pas au second tour, qui soutiendrez-vous? Je n'envisage pas cette hypothèse. N'importe quoi, lui. N'importe quoi, lui. N'importe quoi. Oui, mais quand même, est-ce que vous accepteriez un poste de Premier ministre? Je suis prête à présider la France. D'accord, bon bah d'accord. Et puis voilà. À quoi les électeurs LR devront-ils penser au moment de voter mercredi? Grosse semaine, mercredi c'est le vote LR en congrès. Alors voilà la réponse de Valérie Pécresse. À la France qu'il souhaite en 2030 et à la personnalité qu'il voit à l'Élysée pour les y conduire. Notre rayonnement extérieur viendra de notre force intérieure. Messieurs Poutine, Xi, Biden ou le futur chancelier allemand Scholz ne respectent qu'une France réparée, capable de ramener l'ordre dans ses rues et ses finances. Pas une France donneuse de leçons minée par les déficits, la dette et la violence comme celle d'Emmanuel Macron. Le 14 mai, si je suis élu, je prendrai la présidence de l'Union européenne. Je ne veux plus d'une Europe ventre mou, de la mondialisation. Je veux une France forte dans une Europe forte. Voilà, nous sommes en 1991 et Valérie Pécresse donc applique un programme de réforme issu inspiré de cette époque bénie où finalement tout allait bien, c'était génial. C'est la revue de presse du monde moderne. On est en 2021, malheureusement non, on n'est pas en 1991, à l'époque où il y avait Oasis qui sortait tout juste. La musique était bonne, c'était pas mal, il y avait des trucs. Mais bref, non, on est en 2021, les gars, il y a le Covid partout, il y a Omicron qui arrive, il y a Valérie qui veut réformer la France. C'est la revue de presse du monde moderne. Vous pouvez bien sûr vous abonner dès maintenant sur Twitch avec Prime ou ailleurs. Partagez le lien, bien sûr, de cette revue de presse, ce que vous faites nombreux et je vous en remercie. Première fois sur le chat pour Valentin Jost. Merci, Valérie Pécresse est la femme de Jérôme Pécresse, un ancien haut cadre d'Alstom recyclé. Dans le rachat par General Electric, évidemment, bien sûr, on parle d'énarques, donc n'attendez pas à des gens qui n'ont autre chose que quelques conflits d'intérêts et beaucoup d'argent et puis du temps, beaucoup de temps pour réformer la France. Puis réformer la France avec un choc d'autorité. Des fois qu'on n'est pas assez de choc dans la gueule, c'est toujours ça de prix. Donc on est vraiment, vraiment dans un monde qui n'est plus vraiment celui d'aujourd'hui ni d'hier. On est dans une sorte de légende qui se raconte comme ça dans les appareils des partis où il faudrait faire des choses. Ici, c'est la revue de presse. Et c'est tous les matins pour se dire qu'on n'est pas seul dans l'univers et que non, on peut rire de cette folie et que on peut aussi s'informer de manière ludique. Voilà, c'est 1 heure, 1 heure et demie chaque matin. Vous avez ensuite tout ce qu'il vous faut pour passer votre journée sur Twitter à raconter de la merde. C'est la revue de presse du monde moderne. Abonnez-vous dès à présent, partagez le lien si vous le pouvez. Le bouche-oreille, ça fonctionne. C'est sur vous que je compte. Alstom, c'est formidable. Ça, c'est un géant, un fleuron. C'est tout ce qu'on aime. D'ailleurs, Emmanuel Macron veut favoriser plein de startups dans le domaine du nucléaire. Et puis, je vais parler de misophonie. Et oui, je ne sais pas si vous connaissez la misophonie. Alors,
vous avez tous, je pense, et on est nombreux, au petit-déj du matin, quand vous entendez quelqu'un mâchouiller ses céréales ou slurper comme ça son café, ça vous rend dingue. Les bruits de corps vous rendent dingue, la mastication, les trucs. Eh bien, ça s'appelle la misophonie. Ma femme en est atteinte, 10% de la population en sont atteints. C'est un vrai drame, la misophonie, puisque plus ça va avec le temps, plus ça empire. Et alors, c'est bizarrement les personnes proches de la famille ou quoi qui vous rendent dingue. Et vous êtes plein de misophones à vous ignorer. Alors, c'est l'article du Figaro, et c'est un mal, qui n'est pas pris en considération, hein. Et j'en parle parce que, évidemment, je l'ai appris avec ma femme, cette histoire de misophonie. Donc, c'est une spéciale dédicace. Alors, il faut que je retrouve où c'est. Restaurer la vision. Non, je n'ai pas pris restaurer la vision, je trouvais ça trop. Voilà. Les bruits du corps, voilà, qui font mal. Et c'est apparemment, il y a un travail thérapeutique possible. Je me sentais tellement seul avant de savoir. J'avais honte et j'essayais de prendre sur moi. Aujourd'hui, après avoir lu tous ces témoignages, je peux expliquer ce qui se passe à mon entourage, mon mari, mes fils. Voilà. La misophonie, une fois que tu la connais, tu peux l'expliquer. Parce qu'avant, c'est genre, tu me fais chier avec tes. À force de boire ton café comme ça, là, regarde. Ça rend dingue. Quand t'es misophone, ça te rend dingue. Alors, Alors, c'est pour ça que la SMR aussi fonctionne pas mal. Il y a plusieurs remèdes. Le système D, évidemment. Il n'y a aucun traitement médical spécifique, évidemment. Puisque ça reste quand même du domaine de la sociologie, quoi. C'est genre, tu m'emmerdes avec tes bruits de bouche, connard. Et donc, chez les misophones, la fonction auditive est normale, hein, mais il y a peut-être un trouble du système nerveux manifesté sur l'IRM fonctionnel par une hyperconnectivité des centres cérébraux entre eux. Donc, ça va trop vite chez les misophones. Hein, ça va trop vite de l'oreille au tu m'emmerdes, connard, avec tes bruits de bouche. Mais du coup, pas de remède, c'est ça qui est compliqué. Alors il y a un travail thérapeutique qui peut aider les misophones à prendre de la distance avec les bruits gênants et réguler l'hyperexcitation dont ils souffrent. La relaxation ou la sophrologie peuvent les aider à garder leur calme et à augmenter leur seuil de tolérance, parce qu'en fait, ça va tellement loin que certains misophones sont obligés de s'isoler pour les repas. Ils ne peuvent pas manger en famille. Ça les rend dingue de voir leurs enfants, leurs conjoints mastiquer. C'est pas possible. Donc, il faut à un moment, quand ça devient aussi pathologique, évidemment, faire quelque chose. Et donc, il y a la cohérence cardiaque, le MDR, la résolution émotionnelle, une désensibilisation finalement. Et peut-être que ça vient d'un traumatisme dans la petite enfance, une expérience douloureuse liée à l'intimité. On n'a pas encore tout découvert sur la misophonie, mais c'est quand même un mal assez incroyable. J'espère, oui, qu'on va trouver un vaccin, peut-être, contre la misophonie. Alors, ne rigolez pas, parce qu'on parle maintenant d'un vaccin contre l'asthme. Alors, ça fait des années qu'on le cherche, on ne l'a toujours pas trouvé, comme le vaccin contre le sida, ça met du temps. Mais bon, le vaccin Covid, on l'a trouvé très vite. Donc, c'est encourageant. Je pense qu'on aura bientôt des vaccins pour tout, y compris la misophonie, y compris pour les réformes. Un petit vaccin de réforme chaque mois. On peut réformer 30 millions de Français chaque mois. On en a assez de stock. Super. Et alors oui, je pense que l'allergie au mot vaccin va arriver. Tu vois, vaccinez-vous, vaccinez-vous, vaccinez-vous. Omicron, vaccinez-vous. Covid, vaccin. Campagne vaccinale, schéma vaccinal complet. Cette image, moi je vous fais un truc, ça fout les boules. Hein. Schéma vaccinal complet. Voilà, c'est de la SMR dégueulasse, quoi. Mais passe sanitaire, schéma vaccinal complet. Putain. Eh ben bordel, ça y est, j'ai la nausée. Désolé, hein, voilà. Donc, si vous êtes misophone, vous le savez maintenant, vous pourrez emmerder vos proches en expliquant que c'est pas de votre faute, que c'est une maladie et qu'elle est maintenant documentée. C'est la misophonie, voilà. Et puis alors, une nouvelle connerie qui vient d'arriver, je ne savais pas. Faut-il couper le frein de langue des bébés ? Pardon ? Alors oui, apparemment, hein, tu dis mais les gars, mais arrêtez de fumer la moquette là, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui va pas dans vos vies ? Mais j'ai envie de vous câliner, viens t'asseoir. Pourquoi tu veux couper le frein de langue de ton bébé ? C'est parce que apparemment après il peut pas téter correctement.
C'est vrai que ça fait tellement d'années que les bébés têtent avec leur frein de langue que là, on se dit non, il faut leur couper le frein de langue. De plus en plus de jeunes parents se voient proposer cette petite chirurgie comme solution aux difficultés d'allaitement. A raison? Évidemment que non, mais bon. Alors, si. Alors, attendez. Rares sont aujourd'hui les jeunes parents qui n'en ont pas entendu parler. Ah ben putain. Le frein de langue des nourrissons est devenu la lubie de certains professionnels qui ont de près ou de loin affaire à l'allaitement. Ah oui, tous les bébés naissent avec ce petit pli de tissu qui relie la langue au plancher de la bouche, mais chez quelques-uns, alors moins de 1%, il est normalement très court. Alors c'est un peu comme, tu vois, dès que tu as un truc qui touche 1% de la population, tu dois faire un truc pour tout le monde. En disant, mais non, mais c'est très bien. Il faut couper la langue à tout le monde. Non, le frein de langue, pardon. Mais où on va, putain? Alors il t'explique quand même, les chiffres font froid dans le dos. Il n'y a pas de chiffres sur la pratique en France, même si elle commence à être proposée à tous les parents, quasiment. Alors que, encore une fois, 1% des bébés qui ont peut-être une difficulté. Mais les mecs se disent, bon, des fois, si on peut mutiler un peu comme ça, gratos, on y va. À mon époque, c'était enlever les amygdales. C'était le truc qu'il fallait faire. Je sais pas pourquoi, mais bon, allez, on enlève les amygdales. Donc on s'est rendu compte que c'était pas forcément un bon truc à faire parce que les infections, du coup, descendaient directement sur les poumons. Mais à l'époque, c'était la mode. Fallait enlever les amygdales, sinon t'avais pas ton badge. Voilà, ça et puis les drains dans le nez, enfin des trucs dégueulasses. Donc là, pour emmerder les gosses, ils ont trouvé un nouveau truc. Dès qu'ils sont petits, tu peux rien dire. Hop, on lui coupe le frein de langue. Oui, d'accord. Et puis si vous pouvez lui enlever les ergots aussi, parce que des fois, voilà, c'est très bien. Comme les chiens, quoi. Mais où se met la maladie? Tu vois, c'est des petits détails comme ça qui te montrent que la société est vraiment malade. Et donc, les chiffres qui montrent l'ampleur de la maladie. Pas de chiffres en France, bien sûr, sur le nombre de diagnostics de frein de langue restrictifs, mais ce chiffre de diagnostic a été multiplié par 4 entre 2003 et 2012 aux États-Unis, et celui des frénotomies par 5. Donc, quand on coupe la petite frein, une petite frénotomie, une petite frénotomie. Oh bah, c'est le Black Friday, je vous fais la frénotomie à moins 50%. Un petit coup de ciseau là sous la langue, c'est rien. En Australie, alors les Australiens, tu comprends qu'ils sont barrés depuis longtemps, mais là on les a perdus avec le Covid. T'as l'armée qui est là pour vacciner les aborigènes, les mettre dans des camps et tout. Donc là, en Australie, la chirurgie du frein de langue a augmenté de 420% et de 3710% pour la seule région de Sydney entre 2006 et 2016. Voilà, donc là tu sais que c'est pété, quoi. Les mecs, ils sont fous, ils mutilent leurs gosses et ça sert à rien. Et alors là, nous assistons à une véritable épidémie des surdiagnostics en dépit de toute rationalité, déplore le docteur Grémaud-Fégé. Oui, je pense que la folie médicale, elle est un peu partout, notamment avec le Covid, si on a encore le droit de le dire. Donc on peut parler d'un effet de mode, car derrière cet emballement non documenté sur le plan scientifique, il y a parfois des enjeux financiers. Merde alors! Sans blague, eh oui. Notamment le rôle des professionnels non médicaux, comme les conseillers en allaitement, les ostéopathes, c'est étonnant, les chiropracteurs, dans l'amorce du diagnostic ou pseudo-diagnostic, et l'opération peut être réalisée par un médecin ORL ou un dentiste, et elle est prise en charge bien sûr par l'assurance maladie. Alors, face à l'ampleur du phénomène, quand même, certains pédiatres américains et australiens se sont dit, bon, il faudrait peut-être un peu se calmer les gars, quand même, à couper le petit bout de langue des gamins, là, ça sert à rien, on va se calmer, puisque c'est pas ça qui rend l'allaitement difficile, Il n'y a rien qui le prouve vraiment, à part sur 1% effectivement où c'est problématique. Mais bon, en plus, l'intervention n'est pas sans risque. Eh oui, puisque tu peux de toute façon allaiter ton gosse, même s'il a son frein de langue, puisqu'on fait ça depuis des milliers d'années. Voilà. Mais là, ils disent non, c'est en fait une incision, quand elle est profonde, n'est pas sans risque. Voilà, la complication, bien sûr, c'est les saignements, mais aussi la formation de kystes, d'hématomes, une infection ou une aggravation du frein de langue. Et oui, à cause de la cicatrice. Et puis, il y a d'autres types de troubles. Il n'y a pas de preuves sur l'apnée du sommeil, le reflux gastrique. Bref, la folie, elle est partout. Il faut partout la déceler, partout la montrer du doigt et dire stop. Ça suffit, les conneries. Donc, non mais 3710% non mais puis, tout ça pour mutiler des nouveau-nés qui sont tout à fait fonctionnels. Ah bordel. Enfin. Donc voilà, ça m'a fait bondir. Et puis, une plongée dans le Figaro au cœur des trafics d'armes. Alors, c'est vrai, il y a beaucoup d'armes qui circulent en France. Alors, pas à Dijon, là où je suis. Rebsamen, quand les Tchétchènes avaient été... J'ai pas vu d'armes dans les vidéos.
C'était des Kalachnikov dernier crime, il n'a pas vu. Donc un bilan de l'Office central de lutte contre le crime organisé parle de 5679 armes à feu découvertes en 2020, dont 209 armes de guerre. Donc là on parle de fusils mitrailleurs, etc. Outre la filière des Balkans, les commandes sur Internet, les vols chez les particuliers et dans les armureries nourrissent le trafic. Donc si vous avez des armes chez vous, attention, hein, on peut venir vous voler. C'est une des filières importantes, comme le vol en armurerie. Et puis aussi, il y a les armes utilisées dans le cinéma, qui peuvent être reconditionnées pour remilitariser ces armes qui sont démilitarisées. Donc on peut les rendre fonctionnelles à nouveau. Là encore, 122 armes de poing et d'épaule, des fusils d'assaut avaient été saisis, qui provenaient de cette filière. Et les vols chez les particuliers, c'est une source d'approvisionnement non négligeable pour les délinquants intermédiaires, petits voyous locaux qui s'approvisionnent auprès de cambrioleurs en armes encore numérotées et tracées, qui n'intéresse pas la criminalité organisée. Parce qu'évidemment, il vaut mieux avoir une arme non répertoriée quand on veut faire du grand banditisme, mais c'est toujours bien d'avoir une arme même répertoriée. Hein. En ce moment, ça circule beaucoup. Et puis, il y a les chasseurs. Alors, on a appris ce week-end qu'un chasseur a pas tué un lapin, il a tué un autre chasseur lors d'une battue au sanglier. Voilà, il n'y a pas que les promeneurs qui sont victimes des chasseurs, il n'y a pas que les animaux, il y a aussi les chasseurs eux-mêmes qui sont les premières victimes sans doute des chasseurs. Ils se tirent dessus quand même assez souvent. Et on ne va jamais parler du problème de la chasse. Très peu. Alors il y a Jadot qui avait dit qu'il faudrait quand même certains week-ends, tout ça. Certains candidats aussi, je crois Mélenchon disant non mais il faut réglementer finalement le temps de chasse pour que on partage la nature. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet, ces victimes de la chasse, au-delà bien sûr du trafic d'armes, puisque là on a des gens armés pour le loisir, hein. Il s'agit de tuer des animaux, c'est quand même vachement bien. Et puis un focus sur les pages économie du Figaro, et ça fait plaisir, parce qu'il faut savoir que dans le monde, il y a 5 firmes, les Big Five, d'audit, qui auditent les grandes boîtes du CAC 40, du FTSE, etc., qui sont les grands cabinets d'audit. Et tu dis 5 firmes mondiales qui font de l'audit, des grandes boîtes mondiales, et alors c'est assez marrant, ils ont des clients sur du très long terme, et ils se partagent les clients. Tu passes jamais d'un cabinet à un autre, très rarement. Et là... Aïe, 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 il y a eu du maquillage. Il y a eu du maquillage et ça s'est vu. Hein. D'habitude, ça se voit pas. Mais là, quand même, le gendarme français de l'audit pourrait lourdement sanctionner Deloitte et EY, Ernst Young, pour avoir certifié les comptes 2014 et 2015 d'Alcatel. Le rapporteur général de la formation, le reproche d'avoir commis des fautes d'une extrême gravité en certifiant sans réserve les comptes 2014 et 2015. Alors on se rappelle bien sûr, il y a eu Enron, il y a eu des scandales où les boîtes avaient été certifiées alors que les comptes étaient vérolés à ne plus savoir quoi en faire. Et c'est une pratique évidemment largement répandue, que même si tout le monde va s'en défendre, c'est le principe des Big Five. Hein. Tu te partages les clients et puis tu dis le compte il est certifié, il est béton. Chef, il est béton ce compte, il est génial. J'ai jamais rien vu d'aussi béton. C'est simple, depuis que je fais ce métier, ce compte-là, c'est béton. C'est comme ma bite, béton, comme Tony Glandil, quoi. Mais non, eh ben non. Et là, du coup, qu'est-ce qui va se passer ? 40% des ventes, machin. Bref, au terme de 4 jours d'audience, le rapporteur a requis une interdiction d'exercer en France pendant 24 mois. 24 mois, attention. Contre Deloitte et 18 mois, seulement 18 mois pour EY, hein, qui était co-commissaire. Voilà, donc 2 peines assorties bien sûr d'un sursis. Bref, rien du tout en réalité. Et ce petit business de la certification des comptes rapporte des milliards de dollars, évidemment, puisqu'à 5, t'imagines bien que quand tu certifies des gros comptes comme ça, bah, tu prends quand même bien beaucoup d'argent. Et pour une fois, enfin, on en parle et ça tombe sous le coup de la loi, mais bon, ça ira pas très loin, hein, c'est quand même des gens qui vont pas non plus se faire beaucoup de mal. Et puis on parlait du métavers, pardon, de ces univers virtuels, des NFT avec Antoine. Et là, ça y est, tout le monde se positionne, bien sûr. Le business est déjà bien réel dans les univers virtuels. Déjà, Dolce Gabbana a vendu une veste à 400 000 $. On peut y acheter des baskets incroyables. Bref, les gens commencent à se dire, et si plutôt que moi, de toute façon, je vis en jogging dans mon appartement de 5 mètres carrés et je mange des céréales OGM. Donc, par contre, je claque toute ma thune dans le métavers où je suis fringué en Gucci avec des baskets virtuelles. Bon, écoutez, l'humanité, on va s'arrêter là. Moi, je vous laisse. J'ai autre chose à faire. Voilà. Si vraiment
on prend cette tangente, et sans doute on va le faire malheureusement, je donne pas cher de notre peau. Voilà. Donc, c'est pas grave, hein, les mecs sont contents, ils sont en train de se foutre... Oui, Bombardier, ouais, voilà. Ils sont en train donc de se dire c'est des milliards qui sont en jeu, évidemment, avec ces métavers où les gens vont se déguiser, vont s'acheter des fringues de luxe, des baskets de luxe virtuelles, évidemment, en pensant que c'est ça la vie, quoi. Je suis tristesse. Sans doute déjà trop vieux pour ce monde, mais quand même, je comprends pas l'intérêt, en fait. Alors, si, c'est un investissement, je sais pas, mais un jour, il faudra qu'on m'explique l'intérêt de dépenser de l'argent pour des trucs virtuels, pour se fringuer en Gucci dans un métavers tout pété, quoi. Mais visiblement, c'est un truc qui se fait, quoi. Voilà. C'est une tristesse, putain. C'est Ready Player One, quoi, qui avait été très bien vu. Et puis, voilà. Si vous savez pas quoi faire pour les vacances, il y a la croisière de la rédaction du Figaro. C'est une pleine page, c'est une petite pub sympa. Donc tu fais Venise, Ravenne, tu vas à Côte d'Or, tu finis à Athènes. C'est magnifique, c'est 8 jours en compagnie de la rédaction du Figaro, avec Agnès Verdier-Molinier aussi de l'IFRAP, où là, tu as des conférences tous les jours, tu manges du yaourt, t'es bien, c'est 4500 balles. Mais si tu bookes avant décembre, tu as moins 500 balles de réduction, early booking, hein. C'est en 2022, cette croisière magnifique. Si vous ne savez pas quoi faire de votre pognon et que vous pouvez partir en croisière avec le Figaro pour 4500 balles pour 8 jours. Alors, j'espère qu'on aura le succès du Figaro, qu'on pourra vous proposer une croisière du monde moderne, hein, à 4500 balles également, avec toutes les stars du monde moderne. Maggie qui sera là, hein, dans une salle à câlins. Jojo évidemment, Antoine et tous les autres. Pour faire une belle croisière. Alors il y aura de la musique live, hein, beaucoup de punk live, il y aura un bar évidemment, un mini-bar, etc. Il n'y aura pas le pass, non, bien sûr que non. Et ça pourrait être un chouette truc. Je me dis, putain, en fait, il me donne des idées, le Figaro, et je me vois bien faire une croisière du monde moderne, ce serait tellement bien. Bon, après, évidemment, vous n'avez pas forcément le même profil, hein. Mais ce serait assez dingue. Je sais pas si c'est un paquebot, je sais pas comment ils font ça, mais ce serait putain, rien que si ouais, tu mets les 4500 et tu fais un reportage, quoi. Embedded. J'ai fait la croisière de la rédaction du Figaro pour vous. Et là, tu racontes, quoi. C'est un reportage. Tu vois, tu fais du gonzo journalisme à la Hunter Thompson. Et là, tu te tapes 8 jours sous acide à la croisière du Figaro, quoi. Je pense que c'est pas mal. On irait où en croisière? Autour de la Corse. On ferait le tour de Corse, en fait. On se ferait pas chier. C'est joli, la Corse, c'est bien. Puis, voilà. Hein, tour de Corse, ça suffit. Ou sinon, on irait au large de Ouessant, où on ferait la côte, la côte bretonne. Un truc comme ça, quoi. Ou une croisière sur les canaux de Roubaix. Ouais. Je sais pas. Les canaux de Bourgogne, tiens, on pourrait faire une croisière sur les canaux de Bourgogne. C'est très joli. Mais non, on pourrait faire une vraie croisière, hein. Il faudrait que je vois la faisabilité, mais il faudrait du monde, et puis quand même, il faut être prêt à claquer 4000 balles. Hein. Donc voilà, c'était un petit conseil vacances, hein, voilà, la petite croisière de la rédaction du Figaro, c'est toujours sympa. Et puis on commence et on finit par la presse à nanar. Là, c'est les Échos, la pandémie, l'inquiétude revient. Oh, je suis tellement inquiet. Il y a Omicron qui revient. Qu'est-ce qui va se passer avec Omicron, mon Dieu? On ne sait pas trop. Donc, dans les Échos, on ne se veut pas trop alarmiste, mais quand même. Les prises de rendez-vous sur Doctolib ont explosé, hein, le 25, 26 et 27 novembre. Notamment, on le voit dans la tranche des 40-49, 50-59. Voilà, là, les gens se disent « je veux ma 3e dose ». Enfin, tout le monde y va, quoi. 3e dose qui, devant Omicron, ne vous sert pas à grand-chose, hein, même en général. Mais bon, on te dit « allez-y, sinon vous n'avez plus le pass ». Je vous ai bien eu. Eh oui, le pass, rappelez-vous, Emmanuel Macron disait on n'aura jamais un pass, hein, pour réguler les activités sociales. C'est complètement dingue. Puis Olivier Véran a dit non, ce pass n'a pas de but à se pérenniser après le 15 novembre. Mais dis donc, on ne serait pas le 29 novembre? Mais dis donc, il n'y aurait pas le pass jusqu'en juillet? Mais dis donc, il veut m'enlever mon pass si j'ai pas ma 3e dose, tu te rends compte? Il n'avait pas du tout dit ça avant. Quel menteur!
Ah oui, c'est un menteur. Ce sont des menteurs, des manipulateurs. Ce pass, il est presque utile puisqu'il vous permet presque de ne pas contaminer les autres avec un vaccin qui presque vous protège contre des formes presque graves d'un virus qui est presque mortel. Tout ça est presque bien foutu, hein, mais on est totalement pris pour des cons. Ça, c'est l'assurance. Et ça marche, hein, quand tu vois que tout le monde court pour sa 3e dose. Écoutez, voilà. Puis après, dans les échos, on a un poids lourd quand même, on a un phare dans la nuit, on a quand même un penseur qui est le sage finalement, hein, qui est notre Bouddha national, Jean-Pierre Raffarin, qui donne une longue interview aux échos. Tu te demandes pourquoi. Tu dis, bon, Jean-Pierre, on n'avait personne, il faisait pitié, il n'a pas pu aller au baptême des pandas parce que c'est Mbappé qui lui a volé la vedette. Donc voilà, parce que vous savez, Jean-Pierre Raffarin, c'est l'homme du Parti communiste chinois en France, hein. Et donc là, il te dit quelques trucs quand même sur la France et les leaders de ce grand pays. Et alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Jean-Pierre ? Jean-Pierre, que nous dis-tu, Jean-Pierre ? Jean-Pierre le Sage. Donc il faut monter un escalier de 10 000 marches de marbre et de jade pour arriver dans l'antre où se cache Jean-Pierre Raffarin. Il est là en train de lire le Figaro. Puis, bonjour. Oh, bonjour, grand sage. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'état de la France ? Alors, il nous dit qu'Emmanuel Macron n'est pas assez protégé. Il est trop exposé. Pour un mec qui, quand il se déplace, il ferme entièrement une ville et il y a 3 compagnies de CRS qui sont là pour éviter qu'on vienne le chercher, je trouve qu'il est quand même globalement bien protégé, hein. C'est compliqué, hein. Et puis il sort plus beaucoup, hein. Les bains de foule, c'est quand même des gens qui sont encartés avec des bracelets. On est sûr qu'ils ont un pass sanitaire, pass macroniste, pass sécuritaire, pass tout, quoi, pour arriver quand même à être touché par le démiurge. Donc non, je suis pas d'accord, Jean-Pierre. Je trouve qu'il est ultra protégé, au contraire, voire surprotégé même. Il faut rappeler que le mec a dit qu'il vienne me chercher, hein. Bon. Violence aux Antilles, nouvelle vague de Covid, crainte sur le pouvoir d'achat. Le climat social vous inquiète-t-il ? La brutalité est devenue monnaie courante, y compris en politique. Depuis de nombreux mois déjà, il n'y a pas une manifestation qui ne se termine pas par des actes de violence. J'ai été impressionné de voir, pendant la crise des Gilets jaunes, 2 excités mettre le feu à une banque. Et surtout, 1000 personnes autour qui les applaudissaient. Ce qui est préoccupant, c'est que la violence soit légitimée par un certain nombre d'acteurs sociaux ou politiques. Ah mais c'est assez préoccupant, hein. Beaucoup de paramètres du débat public, par exemple, les réseaux sociaux sont aujourd'hui des facteurs de crispation, voire de brutalité. Ah oui, non, c'est pas les coups de LBD dans la tronche qui t'arrachent un œil. Non, ça c'est l'ordre. D'accord. S'y ajoute l'incertitude de la pandémie. Oui, les inquiétudes sont vives. C'est génial parce que c'est vraiment c'est un confit de pensée bourgeoise. C'est le truc, voilà, c'est confit. T'as le truc, c'est paf, paf, tac. Je suis très inquiet de la violence, hein. Mais tu vois pas la violence en cravate ? Tu vois pas là l'explosion des inégalités ? Tu vois pas les coups de LBD dans la gueule ? Tu vois pas la violence de l'État ? Non, ça tu la vois pas, non. Tu vois les deux excités qui ont cramé une banque, hein. Dis donc. Où est-ce qu'on est, hein ? Le cocktail vous semble donc explosif, hein ? Ce serait un cocktail Molotov. Il est très dangereux, d'autant que c'est un phénomène international, hein. La nervosité est dans toutes les sociétés. Ils appellent ça la nervosité. Moi, j'appelle ça un temps pré-révolutionnaire. En fait, les gens en ont ras-le-bol d'être maltraités. Ils voient très bien qu'on est dans l'Ancien Régime. In fine, hein, on a remplacé l'esclavage par un sous-prolétariat qui n'a même plus une conscience de classe, d'où l'impossibilité d'une révolution, mais néanmoins quand même, il sent quand même qu'il y a un truc qui va pas, qu'il est bien pris pour un con, le prolo quand même. Il se dit, mais non, mais j'ai beau avoir un écran plat, hein, grâce à l'aide de rentrée, je sais pas, il y a un truc qui va pas, j'ai l'impression d'être pris pour un con quand même. Je me fais maltraiter au boulot, j'ai besoin de mon passe pour aller à la cantine, puis je vois bien que à part l'écran plat, je peux pas m'acheter grand-chose, hein. Enfin, on mange quand même beaucoup de pâtes, hein. Et puis pourquoi lui, il roule en Tesla et qui va dans les étoiles avec un billet pour aller à la croisière du Figaro, lui, hein ? Qu'est-ce que c'est que ça, ce monde de fou ? Bref, les sorties de crise sont souvent les plus explosives, hein. C'est pourquoi il faut être extrêmement attentif à la cohésion sociale et éviter toute attitude brutale. C'est comme ça aux Antilles, par exemple, pour éviter toute attitude brutale, t'envoies le raid et le GIGN. Et ça se passe bien d'ailleurs, hein. Tu vois qu'ils ont des ordres pour ne pas y aller quand même trop fort. Ou alors ils ont été bien arrosés à coups de rhum et de petits punch, quoi. Ces tensions ne sont-elles pas un échec pour Emmanuel Macron ? Écoutez, il assume ses responsabilités, mais je trouve injuste qu'on lui attribue tous nos maux. Gouverner la France n'a jamais été facile, hein. Gouverner la France dans l'incertitude est plus dur encore.
Emmanuel Macron tient la barre dans un contexte dont il faut mesurer la complexité. La question majeure, c'est celle de la légitimité de tout notre appareil politique. Et aujourd'hui, elle est très fragile. Pour que la politique puisse être apaisante, il est urgent de la relégitimer fortement. Mais comment ? Ah bah oui, comment ? Et là, alors Jean-Pierre Raffarin s'assoit comme ça. Il faut donner plus de responsabilités aux maires, décentraliser davantage. Mais la priorité, c'est de relégitimer le Parlement, dont on voit bien qu'il joue dans cette crise un rôle secondaire. Alors là, je suis d'accord avec Jean-Pierre Raffarin. Le Parlement, il est où ? Quand tu vois qu'on meurt d'une péritonite parce qu'il n'y a pas d'anesthésiste en France aujourd'hui, qu'en 2020, c'était une gamine de 11 ans qui était morte de péritonite parce que mauvais diagnostic à l'hôpital Necker, c'est scandaleux. Aujourd'hui, il devrait y avoir une motion de censure contre ce gouvernement pour ce qui est le mal qui est fait au service public, le mal qui est fait à l'hôpital. Le Parlement n'a déposé aucune motion de censure. Ils savent très bien que ça ira nulle part puisqu'on a les députés marcheurs qui sont majoritaires. Mais quand même, c'est vous dire l'échec total du régime parlementaire. Là, il n'existe plus. On est dans un régime présidentiel autocratique assumé, avec des oppositions qui sont déjà dans autre chose. On prépare l'après-présidentielle, combien on va avoir de députés, comment ça se passe. Les Français là-dedans, la plupart des Français, notamment les perdants, ils sont oubliés. On ne parle jamais de la pauvreté, très peu. C'est un truc qui est oublié du débat public. Il n'y a que Jean-Luc Mélenchon qui en parle en disant « Moi, élu, je ferai une priorité de lutter contre la pauvreté. 10 millions de pauvres, sous le seuil de pauvreté en France. » Les minima sociaux s'aborder, les services publics qui sont là justement pour assurer cette cohésion sociale, qui sont vendus aux enchères quasiment. Bref. Et puis voilà, donner aux Français le choix de cohabitation des coalitions. Bref, il dit voilà, il faudrait quand même voter. En quoi Emmanuel Macron, avec sa présidence jupitérienne, serait-il le mieux placé pour remettre de la légitimité dans la politique, dit donc Jean-Pierre. Il est à la fois le plus jeune et le plus expérimenté. Oh, les points, putain. Le Fayot du mois, le Fayot du mois, le Fayot du mois. L'employé du mois, Jean-Pierre Raffarin, pour sa sortie sur le meilleur président que la France ait jamais connu. Emmanuel Macron est à la fois le plus jeune et le plus expérimenté. On applaudit Jean-Pierre. Merci. C'est la troisième fois que je reçois le Fayot d'or. Depuis la présidence d'Emmanuel Macron, je suis vraiment très fier. Il n'a jamais démérité, il fait un travail formidable. Je tiens à remercier le président, je tiens à tous vous remercier. Merci beaucoup. Si vous voulez des petits conseils, bien sûr, j'ai ma boîte de conseils, fayot.com, vous pouvez venir me voir. Et vous pourrez, vous aussi, peut-être un jour, être dans ce petit cadre doré sur les murs de la République En Marche. Merci. Et sur la question du leadership, il a une incontestable avance puisque ne sont pas apparus pendant ce mandat dans l'opposition des leaders d'évidence. Oui. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut les moyens de gouverner. Les législatives sont toujours plus difficiles à l'occasion d'un deuxième mandat. Le général de Gaulle n'a qu'une voix de majorité. Et en 88, François Mitterrand a besoin de l'appui des centristes. Je pense qu'Emmanuel Macron ne peut plus compter sur la vague pour gagner les législatives. Non. Sa majorité présidentielle n'est pas acquise. Donc le mec te parle déjà, donc comme c'est le Fayot du mois, comme si Macron était déjà président. Voilà. Alors, et donc il dit, mais le président en campagne, ils sont tous en campagne. Oui, mais enfin, ça coûte cher. Il dit, pas forcément. Dans une période de fragilité sociale aussi grande, il faut être prudent sur les leçons de rigueur. La cohésion sociale, c'est une priorité. Alors, et puis, Édouard Philippe, il viendra, son heure viendra. Créer un parti comme il le fait avec Horizon. Est-il vraiment utile, au-delà de capter l'électorat de la droite ? En politique, il faut des idées et des projets. Mais il faut aussi de l'organisation. Le poids de fragilité politique de Macron, c'est que la majorité présidentielle n'est pas en état de marche suffisante. Ah oui, non, ça c'est le moins qu'on puisse dire. C'est même un délabrement total, mais bon. L'AREM, qui est une famille politique très jeune, n'a pas la puissance d'organisation et les ressources humaines qu'il faut pour un second mandat. Ça y est, on a enterré l'AREM depuis longtemps. L'entourloupe, c'est bien sûr la maison commune. Nous, citoyens, c'est ce soir à la Mutualité, où peut-être Jean-Pierre sera là pour recevoir son prix du Fayot du mois. On ne sait pas, peut-être il y en aura d'autres. Une ribambelle comme ça d'employés du mois qui seront là. En tout cas, ce que fait Édouard Philippe, c'est construire un parti, mais participer à l'organisation de la majorité présidentielle. Il a la dimension, il peut être déterminant. Vous avez écrit un livre sur le leadership. Choisir un chef, les secrets du leadership à travers l'histoire, chez Michel Lafon. Oui. Choisir un chef. Jean-Pierre, on va pas te prendre, déjà, puisque toi, tu es Fayot du mois. C'est, voilà, t'es là. Donc, on va regarder. Merci, au revoir. Quand même, monsieur, oui, je mets un peu... Alors,
Qui sont les prétendants qui ont le plus de leadership? Je mets un peu Valérie Pécresse à part, hein, parce que je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a aujourd'hui un leadership émergent, le leadership féminin, avec des caractéristiques sur la place du réel par rapport à l'idéologie, sur une plus grande sobriété de communication. Angela Merkel n'est pas Nicolas Sarkozy, ni Emmanuel Macron. Et Valérie Pécresse a cette capacité d'organisation et de leadership. De ce point de vue, elle est au niveau. Elle était au niveau de Jean-Pierre. C'est là, quoi. Là. C'est vachement haut, quoi. Donc voilà, petite leçon de leadership de Jean-Pierre. Ok, bon. Les autres candidats ont aussi des atouts qui peuvent être utiles. La sagesse et l'expérience de Michel Barnier, le côté France d'en bas de Xavier Bertrand. Mais la vérité, c'est que dans le personnel politique de la droite et du centre, les deux les plus équipés en termes de leadership ne sont pas acteurs de cette présidentielle, Édouard Philippe et Laurent Wauquiez. Peut-être font-ils un pronostic Macron en pensant à plus tard. Voilà, et puis après, bon, ça parle de Zemmour, retour de l'extrême droite, tour de chauffe, voilà. Je ne savais pas que Jean-Pierre Raffarin avait écrit un bouquin sur le leadership. Je suis complètement sur le cul. C'est la France d'en bas, la France qui se lève tôt, Jean-Pierre, quoi, le sage du Limousin du Poitou. Et puis, quand même, dans les Échos, on s'inquiète, hein. Parce que le variant Omicron a fait peur aux bourses. Et le cas qu'il a fait, plaf. Et on se dit merde, qu'est-ce qu'on fait? Il y a Omicron. Qu'est-ce qu'on fait? La reprise va pas se passer comme il faut. Il faut plus de sous. Appelle Christine Lagarde, demande-lui plus de sous, de l'argent magique. Plus. D'accord. Allô Christine? Oui, pas de problème. Oui, continuez, c'est génial. On maîtrise totalement l'inflation. Totalement. 30 mutations, c'est de l'inflation, quoi. C'est génial. Et voilà, et donc la bourse en PLS à cause du Omicron. Et Jean-Pierre Raffarin qui nous fait des petites leçons de leadership. C'est merveilleux, je trouve ça merveilleux. On vit dans une société exceptionnelle, on a de la chance, on est dans un pays formidable où on avait la bonne bouffe, on avait certains savoir-vivre, où on prenait le temps. Je suis chez mes parents, là mon père me racontait les déjeuners de travail où il partait très très loin pour déjeuner très très longtemps. Où le restaurateur élevait lui-même ses poules et ses lapins, et c'était voilà, cette France-là qui disparaît, la France du gueuleton, la France du petit bar sympa, la France de l'amitié. Celle-là, j'espère qu'on l'entretient un peu, cette flamme-là, avec cette revue de presse, vous aussi, j'imagine, avec vos réseaux de solidarité. C'est extrêmement important parce qu'on a affaire à des gens en costume, totalement vides, qui ne pensent que réforme, profit, cohésion. Cohésion, ça veut rien dire. Ce qu'il faut, c'est de l'amitié. Ce qu'il faut, c'est de la solidarité. Ce qu'il faut, c'est de l'amour. La cohésion, ça veut rien dire. Si, ça veut dire il faut que les pauvres mangent pas les riches. C'est ça, la cohésion. En tout cas, voilà, je vous fais pas de leçon de leadership ici. Tous les matins, il n'y a pas de leçon. D'ailleurs, on donne pas de leçon ici au Monde Moderne. On ne juge pas. Non. Non, on ne juge pas. On applaudit quand on est faillot du mois, quand même. Ça se mérite, hein. C'est un boulot qui est difficile, qui mérite d'être fait, donc voilà. Mais ici, voilà, on essaye de vous faire passer chaque matin 1 heure ou plus loin du monde, et pourtant dans le monde, puisqu'on parle des nouvelles qui ne sont pas réjouissantes. Mais voilà, cette France-là, eh bien, ça va, la tête de veau, sauce gribiche, le côté voilà, la belle France, voilà. La belle vie. Oh, la belle vie, sans un bruit, sans Fayot, sans Macron, sans réforme non plus. La belle vie, la croisière du Figaro, si tu veux, mon poteau. Bref, c'était la revue de presse du Monde Moderne, c'est tous les matins, ou presque, à 9h ou presque. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Abonnez-vous, c'est important pour nous. On est à 199 abonnés, on est à 1 abonné d'être 200 abonnés ici sur le stream sur Twitch. On est également sur YouTube. Vous pouvez partager cette vidéo, la référencer, y mettre un pouce, un commentaire, partager bien sûr les liens de cette revue de presse un maximum, en parler autour de vous, parce que plus on est de fous, plus on rit, et parce que je crois que ça fait du bien à pas mal de gens, et c'est important de se faire du bien par les temps qui courent, vu qu'on voudrait nous piquer tous les mois, 4 fois par jour, et des fois c'est bien un peu de répit, quoi, se dire oh putain,
C'est quand même bien. Je vous souhaite une très bonne et belle journée, comme on dit maintenant. Bob Le Grutier, bon courage à vous tous. Passez une belle journée, faites attention à vous. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, et ne prenez pas tout ça trop au sérieux. Ça aura une fin, ne vous inquiétez pas. Et d'ici là, on peut tout à fait bien vivre et bien manger. Il n'y a pas de problème, on peut se démerder. Allez, ciao.